Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous laisse avec le docteur Benkemoun. Merci. Merci d'être là aussi nombreux. Ça me fait chaud au cœur parce que je suis saint-maurienne et que je fais depuis 14 ans des conférences dans toute la France et que j'attendais vraiment d'en faire une dans ma ville. Donc je suis très très contente. Alors, on m'a posé la question de la taille de l'écran, est-ce qu'il faudra lire, etc. Non, bon là il y a une petite BD rigolote, je pourrais la lire pour les gens qui sont trop loin, mais vous inquiétez pas, après globalement ce ne sont que des images, donc ça ne posera pas de problème de lecture. Et la petite BD rigolote, c'est l'ado qui dit « c'est nul, un débat sur l'adolescence, ça ne se débat pas, ça se vit ». Et les parents disent « à qui le dis-tu » Hein, voilà, c'est une bonne entrée en matière. Alors, comment va se dérouler notre soirée? Eh bien, je vais rapidement me présenter et puis présenter la structure, l'atelier des parents que j'ai fondée. Et puis, effectivement, après, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des ados, de l'adolescence, d'être parent d'ados. Et mon objectif, c'est vraiment de vous outiller. Moi, j'ai envie que vous repartiez d'ici en ayant l'envie vraiment de réveiller vos ados pour tester des trucs que je vais vous raconter. Ne le faites pas, bien sûr. Quoique peut-être qu'ils ne dormiront pas encore. Hein. Ça, on pourra en reparler. Et voilà. Alors, avant de vous outiller, chaque fois, je donnerai quand même quelques petites notions théoriques. Je mets des gros guillemets. Parce que vous allez voir, c'est assez accessible, ça reste accessible à tout le monde. S'il y a des scientifiques dans la salle, ne poussez pas de hauts cris parce que je rends les choses un peu ardues. J'essaie de les rendre ludiques et scientifiques, mais faciles, accessibles à tout le monde. Et puis, je vais essayer de donner pas mal d'exemples en espérant eh bien, que chacun repartira avec quelques idées ou que ça va vous conforter dans ce que vous faites déjà. Alors, ça, c'est la technique. Oui, si ça va marcher, si je l'allume, voilà. Alors, une rapide présentation. Vous imaginez que moi, je suis celle de droite qui a les cheveux orange. C'est celle qui a les cheveux jaunes, c'est mon associée. Alors, je suis avant tout une maman. J'ai 3 garçons, alors qui sont un peu plus grands quand même que ceux qui sont dessinés ici, puisqu'ils ont 28 ans, 24 ans et 18 ans. Et c'est donc mon laboratoire maison, 18 ans, on est encore dedans, hein, donc voilà. Et puis, quand il y a pas mal d'années, quand ils étaient tout petits et quand je n'en avais que 2, eh bien, avec mon mari, nous avons habité quelques années aux États-Unis. Et c'est là-bas que j'ai été formée, on va dire, à une autre façon de communiquer avec les enfants. Franchement, à l'époque, donc, les enfants étaient petits puisque l'aîné avait à peine 6 ans et donc le deuxième à peine 2 ans. Et c'est dans l'école où mon fils aîné était scolarisé que c'était proposé aux parents. C'était une école américaine avec des moyens à l'américaine. Franchement, à l'époque, je ne me posais pas de questions. On était une famille on ne peut plus classique avec mon mari. Hein. On s'est rencontrés, on s'aimait, on s'est mariés, on a fondé une famille, tout ça. Donc, on a voulu avoir des enfants. On a eu des enfants et puis on s'est dit, bah, si l'amour est là, tout ça, ça va bien se passer. Quand ils ne veulent pas aller à l'école, qu'ils ne veulent pas manger, qu'ils ne veulent pas s'habiller, vous avez beau les aimer très fort, vous avez beau vous aimer tous très fort dans la famille, des fois c'est compliqué. Hein, et puis des fois ça part en vrille, puis alors quand ils grandissent, là c'est terrain glissant des fois. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir d'autres choses, quoi. Et puis, vraiment, je suis tombée dans la bassine un peu, hein, comme Obélix, et vraiment depuis, ça a changé ma vie de maman. Et surtout, ça a changé ma vie professionnelle parce que, bon, après, on est rentré en France. Bon, j'ai été médecin scolaire, médecin de PMI. Enfin, j'ai fait un parcours un peu à droite, à gauche. Mais depuis 14 ans, je crois, maintenant, j'ai monté une structure qui s'appelle l'Atelier des parents. Et je vais vous expliquer juste après ce qu'on y fait, mais juste 2-3 mots sur mon associée. Donc, Nadège Larcher, elle est psychologue. Elle est spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle habite Tours. Et elle donne des cours à l'université François Rabelais de Tours et elle donne aussi, elle fait de la consultation. Et elle a aussi 3 enfants, mais qui sont plus petits que les miens. Alors à l'atelier des parents, on fait plusieurs choses. Déjà des conférences, beaucoup, comme celle-ci, pour tout public, des professionnels, des parents. On va dire, on essaye d'aider toute personne qui vit et ou travaille avec des enfants, 0-6 ans, 6-12 et des adolescents. On fait de la formation, alors de la formation pour des professionnels, des enseignants. Par exemple, en ce moment, dans le 92, pour la 2e année, on forme 700 enseignants des écoles primaires, on forme des enseignants dans les collèges, dans les lycées, et puis beaucoup de professionnels de crèche, par exemple, aussi, des assistantes maternelles. Bref, pareil, hein, vraiment toute personne qui travaille avec des enfants, quel que soit l'âge. Et puis,
comme on propose des ateliers pour les parents, eh bien, on forme des animateurs qui, eux, vont pouvoir accompagner des parents qui souhaitent aller un peu plus loin que la conférence. Et on a des ateliers comme ça où on se réunit 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, ça dépend des thématiques. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure, à la fin, si des fois il y a des gens qui sont intéressés. Et puis, une branche édition. Alors, des livres pour les grands, pour les parents ou les professionnels, entre parents-enfants, entre parents et adolescents, de Monsieur Guinotte, dont je vous parlerai pas mal pendant la soirée, et puis le livre de Nicole Prieur, Grandir avec ses enfants. Alors, ce Monsieur Guinotte, c'était un psychologue. C'était parce qu'il est décédé. Il est mort jeune, il avait une 50aine d'années. Il est mort il y a une 30aine d'années. Peu d'entre nous connaissent son nom. Je pense qu'il avait vécu plus longtemps. Il aurait été vraiment connu, son nom aurait traversé l'Atlantique puisqu'il était aux États-Unis. Et moi, je dis que ce monsieur qui était psychologue, c'était un visionnaire. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout les mêmes notions qu'on a aujourd'hui sur le développement du cerveau. Mais déjà, à l'époque, il prônait, il encourageait les parents, les professionnels à parler avec bienveillance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la communication bienveillante, c'est assez à la mode. Mais à l'époque, il encourageait les parents, les professionnels de parler avec bienveillance sans pouvoir prouver qu'il avait raison. Hein, donc on adhérait ou on n'adhérait pas. Et aujourd'hui, en fait, les neurosciences, je vais vous parler du cerveau, du nôtre et de celui des adolescents tout à l'heure, eh bien, les neurosciences viennent nous dire, Monsieur Guinotte avait raison, la façon dont on s'adresse aux enfants, aux adolescents, a un impact aussi sur le développement du cerveau et donc sur le futur adulte en devenir. Mais ça, on va y revenir. Des livres pour les tout petits. On a une collection de 16 livres pour les temps compliqués de la journée, les compliqués pour les petits, mais pour les adultes, parents ou professionnels qui les accompagnent. Donc on a Bye Bye les tétines, Bye Bye les morsures, Bye Bye les doigts dans le nez, les repas, le coucher, la sieste, et bref, etc. Avec une particularité, c'est qu'à la fin de ces livres, il y a une double page d'outils pour les parents ou les professionnels. Et là, c'est juste des exemples de nos cahiers pédagogiques que les personnes reçoivent en formation ou en atelier, que nous écrivons et nous travaillons avec des illustrateurs. Voilà, tout est conçu par l'équipe de l'atelier des parents, parce qu'on a aussi on est une équipe d'à peu près 8 formateurs qui travaillons ensemble. Voilà pour la présentation. Alors, avant qu'on commence avec... j'ai failli oublier, mais c'est important, je me suis dit, il y aura sûrement du monde ce soir. Et en fait, j'ai une copine qui est pharmacienne, donc moi je suis médecin, et on a inventé un truc, on s'est dit, tiens, elle m'a dit, amène-en, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient en acheter, on a inventé une pilule pour rajeunir. Donc j'en ai apporté, hein, elle n'est pas grosse comme ça, vous inquiétez pas, mais il y en a plein dedans, c'est une boîte, donc j'ai une pilule qui peut vous permettre de rajeunir d'environ une 20aine d'années, mais bon, l'éthique, les médecins, c'est important, donc quand même, avant de vous la proposer à la vente, je vais vous lire les effets secondaires quand même, hein, c'est important que vous sachiez quand même ce qui va vous arriver. Eh bien voilà, alors d'abord, donc si vous prenez ma pilule, votre corps va grandir d'environ 20% par rapport à votre taille actuelle. Donc si aujourd'hui vous mesurez 1,65 m, eh bien vous allez rapidement mesurer environ 2 mètres. Ça peut se passer en quelques mois, mais ça peut se passer aussi en quelques années. Votre corps va aussi prendre du poids, environ 40 à 50% de votre poids. Donc mesdames, si par exemple vous pesez aujourd'hui 60 kg, vous allez rapidement peser à peu près 85 kg, à peu près en 2 ans on va dire. Hein. Vous allez devenir très maladroit, vous ne cesserez pas de vous cogner dans les meubles et pas mal d'objets risquent de vous échapper des mains. Vos rythmes physiologiques vont se modifier. Ça va être un peu compliqué parce que vous aurez sommeil quand les autres seront réveillés et inversement. Vous aurez l'impression parfois de voir ou d'entendre un inconnu dans le miroir. Pourtant, ça sera bien vous. Hein. Alors oui, parce qu'en fait, il y aura pas mal de transformations. Vous allez beaucoup grandir, votre nez va s'allonger, vos oreilles vont grandir, votre voix aussi va se modifier. Et pourtant, c'est bien vous. Et tout ça, c'est l'effet de la pilule. Vous allez rêver d'être magnifique et chaque jour, un nouveau bouton d'acné va vous pousser sur le nez. Vos capacités intellectuelles vont augmenter. Vous aurez envie d'argumenter sur tout, mais parallèlement, votre vocabulaire va diminuer. Donc, parfois, ça va être des choses comme « je sais pas ». Voilà. Donc, le vocabulaire peut vraiment s'appauvrir et ça va être l'objet d'une grande frustration pour vous. Ça va être compliqué parce que vous avez plein de trucs à dire, mais des fois, ça ne sort pas.
À cause de cette pilule, vous allez vivre des moments d'euphorie, puis de déprime, puis d'euphorie, de déprime, d'euphorie, de déprime, comme ça va alterner. Du coup, un jour, vous allez rêver d'être riche et célèbre, et le lendemain, vous allez vous trouver le plus nul de la Terre. Bref, vos pulsions sexuelles vont être multipliées par 10. Sauf que vous allez perdre tous vos moyens quand une personne du sexe opposé va s'approcher un peu trop près de vous. Ça va être compliqué. Vous ne voudrez plus entendre parler du passé, alors que votre entourage vous y ramène sans cesse. Tu te rappelles quand tu étais vieille, hein? Tu te rappelles? C'était chouette tout ce qu'on faisait ensemble, etc., etc. Et puis on vous n'arrêtera pas de vous parler de demain, alors que pour vous c'est compliqué déjà de vivre aujourd'hui. Donc, ah là là. Bon, tout ça, ça va durer à peu près 3 à 5 ans si vous êtes chanceux. Alors je voudrais déjà savoir combien il y a de personnes qui voudront en acheter, pour savoir si j'en ai assez pour tout le monde. En personne. Mais voyez, vous pouvez choisir de ne pas traverser, de ne pas vivre tout ça. Les ados, ils n'ont pas le choix. C'était un peu caricatural, mais pas tant que ça. Et les ados, en fait, ils traversent tout ça, tout ce que je viens de raconter d'une manière rigolote, et ils n'ont pas le choix. La différence avec nous, finalement, il n'y a personne qui voudrait vivre tout ça et d'une manière aussi rapide. Alors, parlons un petit peu des transformations que vivent les adolescents, et je vais surtout parler de ce qu'on connaît moins, hein, parce qu'on parle de la puberté, tout ça, je ne vais pas trop approfondir là-dessus, parce qu'en général, c'est des choses qu'on connaît. Je vais plutôt parler de cerveau et de choses comme ça. Alors, dans les transformations physiques, je vais laisser le cerveau de côté parce que je vais le développer juste après, mais évidemment, quand on est parent d'ado, la première chose qui saute aux yeux, c'est la croissance. Hein. Cet ado qui grandit vite, ses parents qui doivent acheter 2 paires de chaussures dans l'année, 3 paires de pantalons, etc. Et déjà ça, eh bien, ça crée un biais dans la relation. Pourquoi? Parce que, en fait, un adolescent rapidement ressemble beaucoup plus à un adulte qu'à un enfant. Hein, les filles vont avoir des formes, voilà, les garçons, la barbe, la grosse voix, tout ça, ils sont grands. Physiquement, franchement, ils sont plus proches de nous que du petit frère de 5 ans. Et l'erreur que nous faisons, souvent, eh bien, c'est de s'adresser à eux comme s'ils étaient des adultes et de s'attendre en retour qu'ils se comportent comme des adultes. Et vous allez voir, quand je vais vous parler du cerveau, eh bien, ils sont loin d'être finis. Hein, franchement, c'est vraiment ça. Et non, ce ne sont pas des adultes. Non, on ne doit pas se comporter avec eux comme s'ils en étaient. Et on ne doit pas s'attendre à ce qu'ils se comportent comme des adultes. C'est vraiment important. Il y a un auteur, Patrice Huert, un auteur français, qui dit finalement, c'est pas très sympa, mais c'est finalement assez représentatif. Il dit un adolescent, c'est un cerveau XS dans un corps XL. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Tout ce qui est lié aux transformations relationnelles, eh bien, là, évidemment, c'est l'époque des grandes amours, des grandes amitiés, des premières amours, etc. Alors, il y a cette ambivalence de je veux me détacher de papa, maman, mais je les tiens quand même, et je voudrais quand même pas faut pas trop lâcher, même si ils nous font croire, on pourra en reparler, qu'ils n'ont plus du tout besoin de nous. Mais il faut préserver la relation avec les parents. Tout ce qui est au niveau intellectuel, eh bien, ça, c'est grâce aussi au développement du cerveau. À l'adolescence, ça leur permet bien d'avoir accès à tout ce qui est conceptuel, l'abstraction, tout ça. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve beaucoup à négocier avec eux. Et si on se donne la peine de le faire et de les écouter, je vous tuyauterai comment, on a des bons échanges. Et c'est aussi comme ça qu'on favorise chez eux la réflexion et du coup le développement du cerveau aussi. Et la recherche d'identité. Bon, alors ça, c'est qui suis-je, où vais-je, hein, est-ce qu'il y aura une place pour moi dans ce monde? Et puis aujourd'hui, la société, alors on ne va pas voir si c'est mieux, moins bien qu'avant, etc. Moi, j'aime bien dire c'est différent, parce qu'il y a plein de choses de différentes. Et vous savez, des fois, je commence ma conférence, j'ai un petit texte et qui dit nos ados sont perdus, cette jeunesse, on ne saura plus quoi en faire, etc. Enfin, un truc comme ça. Et en fait, ce texte a été retrouvé sur des poteries qui datent de, je ne sais pas, Aristote ou bien avant. Donc, on va dire que ce n'est pas un problème nouveau. Mais en tout cas, c'est peut-être... Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui? Je ne sais pas, mais c'est différent. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de tout ce qui est physique, hein, d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Le sommeil, compliqué aussi. Et c'est pas...
c'est pas juste à cause des écrans. Les écrans vont amplifier la problématique, mais à cause de ce qui se passe dans le corps des adolescents, notamment au niveau des hormones et au niveau du cerveau, eh bien, ils ont un décalage horaire d'environ 3 heures. Hein, c'est pour ça qu'à 20 heures, pour eux, il est 17 heures, donc la soirée commence à peine, hein, et puis qu'à 23 heures, il n'est que 20 heures, et que eh bien, le problème, c'est qu'à 8 heures du matin, il est 5 heures du matin. Hein. Donc, voilà. Ils grandissent vite, hein, ça on le voit quand on est parent et d'ado, et ça crée aussi des problématiques dans le corps parce que le centre de gravité va changer. Et puis tous ces changements hormonaux, physiques, etc., ça consomme beaucoup d'énergie. Donc oui, ils sont fatigués. Donc, quand ils font ceci, 126 degrés. Cette position qui énerve tant les parents, hein, je suis affalée sur ma chaise pour ceux qui ne le voient pas, eh bien c'est normal parce que c'est la position qui permet au corps le maximum de repos. C'est l'angle des sièges qu'utilise la NASA pour les astronautes qui partent dans l'espace parce que il paraît qu'en première classe aussi dans les avions c'est l'angle, hein, 126 degrés. Donc ils ne sont pas paresseux. Pas toujours, mais franchement, si nous, on devait vivre toutes ces transformations à l'intérieur de nous, on serait aussi fatigué. Donc la grasse mat du dimanche, c'est normal. On râlait quand ils nous réveillaient à 6 heures du matin quand ils étaient tout petits, et maintenant on râle quand ils dorment jusqu'à midi. Donc il faudrait aussi savoir ce qu'on veut. Hein. On n'est jamais contents, nous les parents. Alors, bon, rentrons dans le cerveau, parce que c'est là qu'il y a des choses intéressantes à découvrir. Alors ça, c'est un cerveau en coupe. Hein, c'est comme si on m'avait tranché comme ça. Voilà, j'ai une scie circulaire qui passe au milieu de mon cerveau. Donc ça, c'est l'avant et ça, c'est l'arrière. Donc ça, c'est un cerveau humain. Par simplification, on a mis 3 couleurs. On n'a qu'un seul cerveau. Même nous, mesdames, nous n'avons qu'un seul cerveau. Eh bien, cerveau archaïque, émotionnel et supérieur. Alors, on va s'intéresser rapidement quand même à chaque partie. Et surtout, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau des ados. Cerveau archaïque, donc la partie violette en bas. Alors, je ne parle que de ce qui nous intéresse par rapport à ce soir. Hein. Je ne vais pas vous faire tout un, j'en serais bien incapable, mais tout un cours magistral sur le cerveau. Mais voilà, je vais m'intéresser à certaines fonctions du cerveau. Dans le cerveau archaïque, c'est là que sont nos automatismes et ce qui nous permet de nous maintenir en vie. Bon, les automatismes, c'est évidemment tout ce qui fonctionne de manière automatique à l'intérieur de notre corps, respiration, tout ça, mais aussi tout ce qui devient automatique. La marche, heureusement que c'est automatique. Si je veux aller vers la porte, heureusement que je n'ai pas besoin de me dire fléchis ta hanche droite, étends ton genou, etc. Non, il suffit que j'ai envie d'aller vers la porte et c'est automatique, j'y vais. Hein, ce qui se passe aussi quand on conduit une voiture, etc. La survie, eh bien ça c'est important parce qu'on est équipés, nous les humains, avec 3 stratégies pour nous maintenir en vie. Parce que c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, parents, mais la priorité de notre cerveau, c'est pas d'apprendre les maths, l'histoire géo, la physique, la techno, le tricot, la natation. La priorité du cerveau, c'est de nous maintenir en vie. Quoi qu'il se passe, c'est ça qui va prendre le dessus si, des fois, ma vie est menacée. Alors, menace réelle, un incendie, une attaque, quelqu'un d'armé, je ne sais pas, mais menace aussi virtuelle, ressentie comme une situation ressentie comme menaçante. Hein, peut-être que c'est votre... dans le temps, il y avait les grosses bêtes féroces, les mammouths et tout ça. Peut-être que votre mammouth, aujourd'hui, c'est Ginette. Vous connaissez Ginette ? C'est votre collègue à la machine à café, celle qui balance des pics quand elle vous voit, puis qui fait genre, elle parle à vos collègues ou au patron bien fort. Hein, puis vous vous sentez menacé, votre ego, votre personne, elle n'est pas armée, Ginette, elle a juste des couteaux qui sortent de sa bouche, c'est déjà pas mal. Et votre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose, une menace virtuelle ou réelle. C'est pour ça que vous avez peur quand vous allez au cinéma, sinon ça ne marcherait pas. Voyez. Donc, on est équipé pour nous maintenir en vie, on a 3 stratégies, fuir, combattre ou se figer. Hein, voilà, on court, on fuit, si on peut se sentir combattre, on combat, et si on ne peut ni fuir ni combattre, eh bien on fait le mort par terre en croisant les bras, en priant pour certains, en se disant j'espère que je vais survivre à ce qui se passe ici. Et c'est cette partie-là de notre cerveau qui a assuré la survie de l'espèce.
C'est-à-dire que nos ancêtres, ils avaient déjà ces 3 stratégies, parce qu'ils n'avaient pas des fusils laser et tout ça. Ils se seraient fait manger par les bêtes dans la forêt. Mais comme cette partie-là était déjà fonctionnait déjà de cette manière, ça permet d'assurer la survie de l'espèce. Cette partie du cerveau, elle fonctionne à la naissance et elle sera à peu près mature vers 2 ans. Vous voyez, c'est très rapide parce qu'il faut survivre. Donc le bébé, lui, il crie, il pleure quand ça ne va pas. Et nous, on se dit, tiens, il faut faire quelque chose et on l'aide. Juste au-dessus, en orange, et ça va beaucoup nous intéresser ce soir, on a le cerveau émotionnel. Donc c'est là que prennent naissance les émotions, c'est la porte d'entrée vers la mémoire. Et quand je fais la conférence pour les ados, je rajoute le circuit de la récompense. On en a tous un circuit de la récompense, mais chez les ados, eh bien, il fonctionne un peu d'une manière particulière. Je vous en parlerai après. Et ça explique certaines choses de leur comportement. Bon, les émotions, c'est quelque chose qui sert à quelque chose. Dans notre corps, il n'y a rien qui est là pour le décor, il n'y a rien qui sert à rien. Et croyez-moi que moi, je suis d'une génération où, moi, quand j'étais petite, on entendait encore beaucoup « un garçon, ça pleure pas, tu devrais avoir honte d'être en colère », des trucs comme ça, par rapport aux émotions. Je pense qu'on disait tout ça parce qu'on ne savait pas à quoi elles servaient, on pensait que c'était des trucs de chochotte. Aujourd'hui, les neurosciences nous expliquent qu'elles servent à quelque chose, et elles sont précieuses. Les informations, notre cerveau les reçoit, on entend des bruits, on voit des choses, on goûte, on touche, etc. Ça, c'est par les 5 sens. Et chaque information qui arrive dans le cerveau, elle va être colorée par une petite émotion. Une peur, une colère, une tristesse, un dégoût, de la surprise, etc. Et ça se poursuit dans le cerveau, les messages sont transmis et notre cerveau envoie à notre corps des messages pour nous adapter à ce qui se passe. Si on entend un bruit dehors qui nous fait peur, il y a des hormones qui se mettent en route, etc. Et on va se préparer peut-être à combattre, fuir ou se figer, ou à aller se cacher parce que ça fait peur, etc. etc. Voilà, c'est juste pour vous dire rapidement que les émotions, il faut, et on va en parler tout à l'heure, il faut les écouter, il faut... Voilà, c'est comme des radars. Elles nous renseignent sur des choses qui se passent, donc elles sont précieuses. Porte d'entrée vers la mémoire et circuit de la récompense, je vous en parlerai après. Oui, cette partie du cerveau, elle est mature à 80-85% vers 7-8 ans, ce qui est énorme déjà. Hein. Mature, donc maturité, ça veut dire qu'elle est presque, on va dire, totalement construite. Et vous savez, on a longtemps parlé, 7 ans, l'âge de raison. Vous voyez, parce que ça se calme un peu. Vous voyez, là, ils deviennent raisonnables. Donc là, on se dit, chouette, je tiens le bon bout, sauf qu'on va voir que cette partie, plus la partie supérieure, à l'adolescence, se désorganise vraiment. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment chantier à l'intérieur. Des choses qui étaient presque finies, on décide de passer à la trappe, etc. etc. Donc c'est pour ça que parfois on a des enfants et puis des ados, puis on leur dit, mais enfin ton frère il a 8 ans, enfin, je sais pas, il n'aurait jamais fait ce que toi tu es en train de faire. Ben oui, parce que voilà, à 8 ans, des fois on est à peu près plus raisonnable que des fois pour certaines choses à l'adolescence. En tout cas, cette partie sera mature environ vers 17-18 ans. Oups, pardon. Alors, la partie supérieure, et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est derrière le front, parce que ça permet plein de choses, et c'est vraiment cette partie qui nous distingue des autres espèces, essentiellement. Cette partie-là nous permet d'analyser une situation, capacité d'attention, le sens moral, l'empathie, les fonctions supérieures. Et dans les fonctions supérieures, par exemple, on a la capacité d'inhibition, sans empêcher de dire ou de faire des choses, hein, planifier, réfléchir pour prendre des décisions, etc. Tout ça, c'est derrière, à peu près derrière nos orbites. C'est la partie du cerveau qui se finit en dernier, environ 25-26 ans. Et là, vous avez compris pourquoi vos ados agissent comme des ados. Et pourquoi on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils se comportent comme des adultes. Hein, parce que c'est vraiment ça qui nous rend raisonnables, on va dire. Hein, on va analyser des situations, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Finalement, nous, on aime bien comparer le cerveau à une espèce de cockpit. Vous voyez ? Donc, et du coup, je vais utiliser ça. Parce que dans la soirée, je ferai des liens avec le cerveau et ça m'évitera de revenir sur des noms scientifiques. Donc un cockpit avec en bas, donc ce qui était cerveau archaïque, la survie, le kit de survie,
et le tableau de bord avec émotion, mémoire, la petite carte mémoire là, et le circuit de la récompense. Et en haut, les fonctions supérieures qu'on a illustrées par un ordinateur de bord. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que ce qui est en bas, kit de survie et puis et tableau de bord, ça fonctionne en mode automatique. C'est le pilotage automatique de l'avion. Hein. Alors que là-haut, l'ordinateur, pour fonctionner, il faut qu'il soit connecté, il faut qu'il soit branché. Mais surtout, votre ado, il a encore besoin qu'on mette des logiciels dedans, des applications, etc. Le problème de l'ado, c'est que par rapport à l'enfant, maintenant, il est passé d'un avion standard il a pris un avion de chasse, mais il n'a pas encore l'ordinateur qui va bien avec. Hein. Donc, du coup, il a vraiment besoin d'un copilote. Hein. Donc, de temps en temps, je ferai référence. Je dirais, mais là, on est en mode connecté, donc ça veut dire qu'on peut choisir où on va aller, on peut réfléchir, etc. Où est-ce que je fonctionne, moi, parent, ou mon ado, en pilote automatique? Alors vous avez, normalement, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont moins de 26 ans ici, parents d'ado moins de 26 ans, ça me paraît compliqué, mais votre ordinateur, il est fini, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que c'est fini et qu'on ne peut plus rien changer. Notre cerveau est plastique. Donc, il peut apprendre des choses, il peut se modifier. On peut toujours changer tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. C'est juste après une question de volonté. Alors, c'est compliqué selon notre propre histoire. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais en fait, tout ne se joue pas avant 6 ans, comme le titre d'un bouquin. Je déteste ce titre. C'est un bouquin qui parlait de l'éducation des enfants. Tout ne se joue pas avant 6 ans. Nous, on dit à l'atelier des parents, parce qu'on travaille avec des Québécois qui sont toujours très optimistes, tout se joue avant la mort. Oui. Et encore, peut-être qu'après, on ne sait pas. Hein. Donc, voilà. Alors, ça, c'est important. C'est une loi du fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau traite l'information dans un sens et que dans ce sens. C'est-à-dire qu'il va déjà s'occuper de notre survie. Si ma survie réelle ou virtuelle est menacée, il va se débrouiller pour envoyer tous les messages qu'il faut pour me maintenir en vie. Si ma survie n'est pas menacée, mais qu'au niveau émotionnel, c'est chaud, que je suis très fortement dans les émotions, surtout les émotions un peu compliquées comme la colère, la tristesse, la peur, c'est pareil, c'est une image, hein, ça se bloque à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça va être compliqué d'agir, de réfléchir, etc. Il va déjà falloir que je m'apaise ou qu'on m'aide à m'apaiser. Si je ne suis pas en mode survie, si mes émotions ne sont pas trop intenses, alors seulement le cerveau est disponible pour les apprentissages. Et dans le terme apprentissage, je ne mets pas que les apprentissages scolaires, je mets aussi les comportements. Apprendre à se comporter comme ci ou comme ça s'apprend. Ça s'apprend comment? Les enfants et les ados ont 2 modes essentiels principaux, on va dire, d'apprentissage. La répétition. Donc oui, même s'ils ont 15 ans, il faut leur répéter les choses. Et la modélisation, c'est-à-dire qu'ils nous regardent faire. Et malheureusement, il n'y a pas un filtre qui cache quand on ne fait pas très bien. Voilà, hein, de toute manière, on s'en rend compte quand on a des enfants jeunes et qu'on les écoute jouer au Playmobil ou à la poupée. Et là, il y a des parents qui me disent « Oh là là, j'ai l'impression de m'entendre. » Oui. Ouais. Ou alors ils disent « Non, mais c'est pas à la maison. » Non, ça vient de l'école, bien sûr. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que on va parler communication beaucoup ce soir. Vous pourrez faire passer vos messages que si l'ado est disponible au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop dans les émotions et qu'il n'est pas en mode survie. Et des fois, le mode survie, ça peut être nous, par nos menaces, etc., en criant, etc., etc. Donc voilà, sans sécurité, pas d'apprentissage. Hein, et la sécurité, c'est aussi par la sécurité de la personne, c'est-à-dire est-ce que moi je me sens menacée en tant que personne par les paroles. On verra, nos paroles sont maladroites, tous les parents sont bienveillants. Et beaucoup de parents sont bienveillants et maladroits, et bien maladroits et bien ignorants, parce qu'on ne sait pas comment fonctionne le cerveau, on ne sait pas tout ça. On veut bien faire avec nos ados, mais par nos maladresses, des fois, on est un peu à côté de la plaque, et c'est de ça qu'on va parler ce soir.
Donc, vous voyez, typiquement, quand je suis dans les jugements, les punitions, les menaces, la comparaison, etc., tout ça, c'est pas très sympathique et je peux me sentir nulle et puis je peux me sentir menacée en tant que personne. Hein, mon ego est menacé et du coup, je ne peux pas être disponible pour les apprentissages. Alors, avant qu'on rentre dans les outils concrets, je continue avec ce qui se passe dans le cerveau parce que je voudrais vous parler d'une particularité. Dans le tableau de bord, hein, qui fonctionne de manière automatique, donc là, ça, les espèces de petits altimètres, c'est pour représenter les 6 émotions de base que je vais vous présenter après. Et ce qui m'intéresse, c'est le fameux circuit de la récompense. On est tous équipés d'un circuit de la récompense, c'est-à-dire que normalement, on n'a pas besoin de recevoir des cadeaux, des machins, de la motivation externe pour faire des choses. On doit pouvoir, quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous procure de la satisfaction, on ressent à l'intérieur de nous cette satisfaction. On l'a tous déjà ressenti quand on fait un travail ou un hobby, qu'on ne voit pas le temps passer, qu'on est à fond dans ce qu'on fait. Je ne sais pas si par exemple vous faites de la peinture, n'importe quoi, vous peignez pendant 3 heures dans votre tableau ou un boulot et ça vous... Ah mince, ça fait déjà 3 heures que je fais ça et on a la satisfaction. Le cadeau, il vient de l'intérieur. Hein. C'est le même, c'est ce qui fonctionnera aussi pour quand ça vient de l'extérieur, typiquement les drogues, le chocolat, tous ces trucs auxquels en plus on peut être addict, parce que si ça vous procure du plaisir, ben, votre cerveau il dit hey, c'était super, j'en veux encore, retourne-y. Donc si c'est parce que vous faites du boulot ou vous faites de la peinture, ça va. C'est compliqué si c'est pour des choses qui sont beaucoup plus dangereuses. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on sécrète de la dopamine, cette hormone qui va, entre autres, il y a d'autres, mais qui nous amène cette sensation de satisfaction. Il se trouve que le problème chez l'adolescent, c'est qu'il en sécrète plus que vous, adultes, pour une même activité, et il y est plus sensible. Donc, le cerveau va lui dire « Hey, yeah, vas-y, retourne-y, c'était super, on a kiffé, j'en veux encore, etc. » Donc, il y retourne parce qu'il y est plus sensible et en plus, il va en sécréter plus. C'est pour ça que les ados ont quand même une fâcheuse attirance pour un truc qui va les faire kiffer plutôt que pour un truc plutôt raisonnable. Hein, vous voyez, c'est pas pour vous embêter, c'est comme ça. Et c'est à l'adolescence. Après, ça va, quand on passe à l'âge adulte, ça va se tasser, mais... c'est comme ça. Donc, si je mets ça en perspective, la dopamine, il en sécrète plus, il y est plus sensible. On a vu que son préfrontal, son ordinateur de bord, il n'était pas terminé. Hein, il a encore besoin de vous comme copilote à côté. Et qu'en plus de ça, il a plein de tentations à l'extérieur. Je comprends pourquoi il va plus facilement vers ça que vers ses devoirs scolaires ou des choses où ranger sa chambre, vider le lave-vaisselle, enfin des trucs qui sont nettement moins intéressants pour lui. Et le fait que son ordinateur de bord, là, son cerveau supérieur ne soit pas complètement terminé, bah ça a vraiment des impacts parce qu'il y a par exemple une partie qui nous permet d'apprendre de nos erreurs. Eh bien, chez l'adolescent, cette partie-là, comme elle est dans la partie qui n'est pas mature encore, ben, ils vont moins bien apprendre de leurs erreurs que vous et moi. Vous voyez, c'est un truc, ça s'appelle le cortex singulaire antérieur, c'est un nom pas possible, mais ça sert à apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce qu'on pourrait, chez les ados, donner comme autre exemple? Alors, si on leur fait faire des tests à froid, de logique, etc., ils sont très bons. Ils sont aussi bons que nous, voire peut-être meilleurs. Par contre, à cause de leur fonctionnement du circuit de la récompense, ils préfèrent un gain plus élevé à court terme, que même quitte à prendre une stratégie plus pourrie pour y arriver, que de se dire, tiens, cette stratégie-là, elle est plus compliquée, mais à long terme, c'est plus sûr que j'y arrive et j'aurai peut-être un gain moins important, un bénéfice moins riche, moins important. Eh bien non, ils vont prendre le court terme même s'il y a moins de chances d'arriver à ses fins, ils vont choisir le court terme avec peut-être la chance d'avoir un bénéfice plus important. Hein, donc tout ça, c'est vraiment pour vous dire que dans le cerveau d'un ado, c'est pas comme dans votre cerveau à vous du tout. Et il y a plein de choses qui sont différentes. Il y a des hormones qui fonctionnent à l'envers, qui sont censées vous apaiser. Chez eux, elles ne fonctionnent pas comme il faudrait, etc., etc. Et à cause de leur cerveau, ils vont beaucoup plus facilement tomber dans les addictions que
nous, adultes. Les gens qui s'occupent dans les centres de sevrage, etc., savent que c'est beaucoup plus compliqué de sevrer, de prendre en charge un adolescent qu'un adulte. Et ils vont tomber dans l'addiction pour des quantités moindres, que ce soit l'alcool, la cigarette, la drogue, etc. Ils ont un cerveau plus fragile et les dégâts seront aussi plus importants. Donc voilà, tout ça c'est pour... Voilà, la conclusion c'est qu'on est utile, nous parents. Donc on est un copilote. Moi j'ai une collègue au Québec, elle dit que le parent d'ado c'est une prothèse préfrontale de l'adolescent. Vous êtes sa prothèse préfrontale puisque son préfrontal n'est pas fini. Nous, on va parler de copilote. Et même quand, et c'est le problème des ados, ils vous font croire qu'ils n'ont pas besoin de vous, ils vous envoient balader, vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas, et le risque, c'est les parents qui démissionnent. Parce qu'un ado, comme je vous ai dit, il se construit, puisqu'il est en recherche d'identité, et pour se construire, on a besoin de modèles. Et si vous ne servez pas de modèle, si vous baissez les bras, si vous n'êtes pas là pour un peu taper dedans, il va aller chercher le modèle ailleurs. Alors, des fois, c'est bien, mais des fois, c'est pas bien. En tout cas, la différence, vous voyez, un petit, vous lui faites des remarques, vous essayez de lui faire passer des messages rapidement, le petit, il va faire plaisir à papa, maman, on voit qu'il a compris, etc. L'ado, il râle, il claque la porte, machin. Et le risque, c'est d'arrêter de faire passer vos messages. Faites passer vos messages, ils en ont besoin et ils les impriment. Et c'est souvent plus tard, quand on arrive plus vers la fin de la maturation du cerveau, chez les jeunes adultes déjà, qu'on se rend compte que, tiens, finalement, mes messages sont passés. C'est ça qui est difficile, en fait, c'est qu'on n'a pas le retour sur investissement sous les yeux, quoi. Donc on a l'impression, et ils savent nous faire croire que... Alors, rentrons dans le vif du sujet et voyons un peu des outils de communication. Eh bien, souvent, c'est pas qu'on ne sait pas forcément bien communiquer. Alors, parfois, si, on est maladroit, on le verra tout à l'heure, mais c'est souvent un problème de timing, justement, à cause de ce qui se passe dans notre cerveau. Vous voyez, ce papa-là, il a plein de choses très rationnelles à dire à son ado. Il faut faire comme ça, il faut travailler, tu dois te comporter comme ci ou comme ça. Je t'ai déjà dit que, vous voyez, quand on parle comme ça, on parle de son ordinateur, là-haut. Voilà, c'est du rationnel, etc. Le problème, c'est que lui, l'ado, pour des raisons qui lui sont propres, ça peut être en rapport avec son papa, mais ça peut être en rapport avec ses copains, son jeu vidéo, n'importe quoi. Il est dans les émotions, il n'est pas content. On voit qu'il n'est pas content du tout, donc j'ai symbolisé ça par son tableau de bord, alors que le papa, il est bien connecté là-haut. Et là, on comprend ce qui se passe. Vous voyez, le père parle dans le vide. L'ordinateur, il n'est pas branché chez l'ado. Donc ça va être vraiment quelque chose à prendre en compte. On ne peut pas faire passer un message éducatif, et c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Moi, je ne vais pas vous expliquer comment il faut éduquer vos ados, c'est vous qui savez. Chacun vient avec les messages qu'il veut transmettre selon sa culture, sa croyance, sa religion, tout ce que vous voulez. Par contre, c'est comment communiquer pour faire passer nos messages. Et là, le papa, il a peut-être de très bons messages, mais c'est pas le bon moment, c'est un problème de timing parce que l'ado, il est dans les émotions. Vous vous rappelez le sens du traitement de la formation par le cerveau? Survie, émotion, apprentissage. Donc pour apprendre, pour entendre les bons messages de papa, maman ou mon enseignant ou tout ce que vous voulez, il ne faut pas que je sois trop dans l'émotionnel. Lui là, il n'y a rien qui va rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Le père, au bout d'un moment, comme il voit qu'en face, il n'y a pas de répondant, lui aussi, il passe en mode automatique. Et lui aussi, il passe au niveau inférieur, il se déconnecte. Et le problème, c'est que deux modes automatiques qui parlent ensemble, en général, ça pète. Et puis, comme papa est plus grand, plus fort, ta chambre sera punie, tu ne sortiras pas d'ordinateur pendant un mois, tac, 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 etc. Ok, bon, voilà. Est-ce qu'on a appris un nouveau comportement à l'ado comme ça? Non. Voilà, on a juste un petit peu plus abîmé la relation et ça, c'est compliqué. Donc, on va voir que la première chose à faire, nous, on n'est pas toujours connectés non plus, parce que nous, on ramène nos trucs de la journée, le patron qui gueule, l'ordinateur qui ne marche pas, je ne sais pas quoi, les manifestations, tout ça. Mais en tout cas, si on a des messages à faire passer à notre ado et que lui, il est dans les émotions, il va falloir l'aider à se reconnecter. Et ça, c'est notre rôle. On ne peut pas s'attendre que lui le fasse tout seul. Des fois, il y arrivera, s'il a appris à le faire. Et en le faisant avec lui, on lui apprend à le faire aussi, parce qu'on n'est pas le pompier de service non plus. Mais il va bien falloir... à un moment que quelqu'un m'apprenne. Donc, la communication, c'est avant tout une question de disponibilité, pas que physique,
mais aussi, j'ai envie de dire, psychique, hein, quelque part. Il faut que les deux soient pas trop dans les émotions, en tout cas, et pas en mode survie, si on veut pouvoir communiquer ensemble. Alors, regardons comment on peut essayer de manager nos émotions, on va dire. Les nôtres et celles de nos ados. Alors, quelques mots sur les émotions. Là, sont représentées les 6 émotions de base. Alors, il y a quand même la joie, hein, voilà, parce que par moment on est joyeux. Il y a la fameuse colère qui nous embête bien. C'est souvent celle-là que je vais prendre dans mes exemples, parce que c'est quand même celle-là qui nous fait déraper. Quand l'ado est en colère, quand nous sommes en colère. Et puis, il y a la peur, la surprise, la tristesse et le dégoût. Ça, c'est les 6 émotions de base. Elles servent toutes à quelque chose. Hein. Par exemple, la peur, voilà, si je me sens menacée, je vais ressentir de la peur pour pouvoir me cacher ou combattre, etc. Le dégoût, par exemple, le dégoût était très fort chez nos ancêtres. Dans la forêt, ils avaient du dégoût pour certaines baies qui les dégoûtaient, et souvent, ils trouvaient que c'était des baies qui pouvaient être toxiques. Le dégoût, par exemple, revient un peu en force chez les femmes enceintes. C'est aussi une fonction de protection. Ça peut me protéger contre des choses qui peuvent être toxiques pour moi. Alors alimentaires, mais pas que. On peut être dégoûté par le comportement de certaines personnes et du coup, on recule. Hein. C'est des gens vers qui on ne va pas aller. La colère, elle nous permet de lever un obstacle qui nous empêche d'obtenir ce qu'on voudrait. Hein. Un objet, mais aussi le comportement. Voilà, l'ado, il n'a pas le comportement qu'on veut. Au bout d'un moment, on se met en colère, on espère que ça va lever l'obstacle qui nous empêche d'obtenir ce qu'on veut, etc., etc. Voilà, donc c'est juste 2-3 exemples pour vous dire que les émotions servent à quelque chose. Donc on a vu qu'elles prennent naissance dans le cerveau, au niveau du tableau de bord, et après, il y a des messages qui sont véhiculés. Alors quand c'est l'adolescent, qui est en train de vivre une émotion, il a besoin de notre part de ce qu'on appelle une écoute empathique. Il a besoin qu'on fasse preuve d'empathie. Et en fait, on n'est pas très doué, on est assez maladroit dans l'empathie, hein, parce qu'en général, on ne sait pas faire. Je vais vous donner un petit exemple avant de vous donner des explications sur un des outils qu'on appelle le miroir émotionnel, pour vous prouver quand même qu'on n'est pas très bon là-dedans. Avant qu'on retrouve les ados, imaginez que vous avez un début de journée, vous êtes chez vous en semaine et vous avez un début de journée pourri. Vous savez, il y a des fois, la journée, ça commence mal. Je sais pas quoi, le téléphone n'arrête pas de sonner, le bébé n'arrête pas de pleurer, l'ado dans la salle de bain, elle veut me laisser enfermer à triple tour parce que ses cheveux, ça va pas, elle peut pas sortir avec cette tête-là. Enfin, vous voyez, il n'y a plus rien qui va. On vous a annoncé que le RER était en grève, je ne sais pas quoi. Et pour couronner le tout, votre conjoint ou votre conjointe lance un regard noir au grille-pain, parce que le pain vient de carboniser en plus dans le grille-pain, et il vous dit: quand est-ce que tu apprendras à surveiller des toasts correctement? Vous imaginez dans quel état émotionnel vous êtes? Bon, alors en colère, triste, peu importe, bref, vous êtes chargé émotionnellement. En général, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui vont se mettre en colère contre le conjoint, la conjointe qui lui a parlé comme ça. Il y en a qui vont l'envoyer bouler. Surveille-le toi-même, tes fichus toasts, puis ils vont même lui lancer le toast à travers la figure. Il y en a qui vont peut-être pleurer parce qu'ils se sentent mal que le conjointe ait pu parler comme ça. Bref, c'est pas terrible. Hein. Est-ce que vous aurez envie de surveiller les toasts demain matin? Oui, si vous pouvez les balancer à travers la figure. Bref. C'est juste pour vous dire, vous êtes chargé émotionnellement. Et quand on est chargé émotionnellement, comme ça, des fois, on a besoin de vider son sac. Heureusement, vous arrivez au boulot, si vous travaillez, ou vous ne travaillez pas, vous appelez une copine. Enfin, voilà, quelqu'un qui, soi-disant, est votre ami. Hein, vous dites, d'ailleurs, il vous voit arriver avec votre tête, mais qu'est-ce qui arrive? Oh là là, puis vous racontez toute cette affaire-là, votre tristesse ou votre colère. Et là, votre ami vous dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, franchement. Viens, on va boire un café, tu vas oublier tout ça. Vous voyez, vous avez un truc pour vous, c'est grave, et l'autre vous dit, c'est pas grave. Ouais, bon. Peut-être que votre ami a un autre style. Et vous savez, il y a des gens, ils sont très dans le conseil. Écoute, moi, si j'étais à ta place, tu rentres à la maison, tu ne fais plus à manger pendant 15 jours. Tu vas voir ce que c'est, non mais oh. Et puis, ou bien au contraire, tu rentres, tu lui fais un bon petit repas, tu vas voir, elle va oublier tout ça, etc. Des conseils, des conseils. Il y en a d'autres, ils vont vous assommer de questions. Ah,
Mais pourquoi c'est toi qui t'occupes du pain? Mais pourquoi ta fille, elle peut pas dans la salle de bain? Mais pourquoi ton mari t'a parlé comme ça? Mais pourquoi c'est toi qui gère en plus le téléphone, etc. Mais pourquoi t'es pas parti? Mais pourquoi t'es pas resté? Pourquoi? Il y a des gens qui vont vous assommer de questions. Il y en a qui vont faire de la psychologie d'amateur. Oula! Si tu as réagi comme ça avec ton conjoint, c'est que tu n'as pas dû résoudre complètement l'image paternelle. Tu as déjà pensé à consulter? Il y en a qui vont utiliser de la philosophie à 2 balles. Ouais, il y a des trucs plus graves dans la vie, il faut relativiser, ça va te rendre forte. Tu sais, moi j'ai vu des reportages à la télé hier sur des trucs plus graves, des gens qui n'ont rien à manger, tout ça, tout ça. Il y en a plein d'autres, mais il y en a un dernier que j'aime bien, c'est les redoutables, ceux que j'appelle les c'est comme à moi. Alors vous arrivez, vous voulez raconter toutes vos affaires, et l'autre il vous dit attends, tais-toi, écoute, c'est comme à moi, il m'est arrivé la même chose. Et puis blablabla, ils vous racontent leur vie, alors que vous auriez besoin de vider votre sac. C'est des maladresses, ce sont vos amis, sauf qu'on fait la même chose avec nos ados. C'est pas grave. Tu t'es disputé avec Zoé, mais c'est pas grave, t'en as 15 des copines, c'est pas grave. T'as qu'à aller voir, je sais rien, Marie, tu joues avec elle est sympa Marie, tu changes de groupe, de clan, c'est pas grave. Ah, mais pourquoi t'as fait ça en classe? Mais pourquoi t'as pas arrêté? Mais pourquoi t'as pas continué? Mais pourquoi? Non mais... Écoute, si tu veux avoir des copines dans la vie, tu sais, il n'y a pas 50 façons de faire. Écoute-moi, moi, je vais t'expliquer. Hein, tu dois te comporter correctement, sinon ça ne va pas aller, etc., etc. Ah ben, tu ressembles bien à ton père, toi. Hein, fais bien de la psychologie à 2 balles aussi, hein, et puis, etc., etc. Donc, vous voyez, on fait la même chose avec les adolescents. Et si vous, ça ne vous aide pas quand quelqu'un est censé vous apaiser et vous dit ce genre de phrase, ça ne les apaise pas non plus. Donc ça, c'est des maladresses. Hein. On est bienveillant, on pense qu'on va aider l'autre, mais on voit que ça n'apaise pas. Alors, un outil vraiment tip-top qui permet d'être empathique, parce que l'empathie, c'est ce qui va juste... Ça ne va pas nous... Alors attention, les parents curieux, parfois, vous ne saurez pas ce qui s'est passé. L'objectif de l'empathie, ce n'est pas de savoir ce qui s'est passé. Mais souvent, ils vont quand même beaucoup plus parler parce qu'ils ne vont pas se sentir questionnés, jugés, sermonnés et tous ces trucs qu'on vient de voir là. Ils vont beaucoup plus parler, mais avec les ados, c'est moins évident. Avec les petits, oui. En général, ils racontent. L'objectif de l'empathie, c'est d'apaiser l'émotion pour que l'ado puisse se reconnecter et qu'on puisse discuter. Donc, pourquoi ça s'appelle le miroir émotionnel? Eh bien, c'est le fameux monsieur Guinotte, là, qui a écrit ce bouquin Entre parents et adolescents, entre autres. Eh bien, il compare au miroir qu'on a dans notre salle de bain. Vous savez, quand on se regarde le matin dans la glace, en général, ben voilà, on se regarde, et sauf que demain matin, votre miroir, il devient magique. Il va vous parler. Sauf que demain matin, il va vous dire oh, « Je ne sais pas où vous étiez hier soir, hein, mais vous avez une sale tête ce matin. Hein. Retournez vous coucher, vous ne pouvez pas sortir comme ça. » Qu'est-ce que vous avez fait? Il vous questionne, il vous juge, etc. Non, moi, si mon miroir il me parle comme ça, je le fous à la poubelle. Ce que je veux, quand je me regarde dans la glace le matin, c'est mon reflet. Et moi, je décide, tiens, je vais attacher mes cheveux, je mets du bleu, de l'orange, je vais chez le coiffeur, je ne sais rien, je me maquille pas. Et bien avec l'ado, on va faire pareil, on ne pose pas de questions, on ne porte pas de jugement, etc. On reflète l'émotion qu'il ressent ou les faits, je vais vous donner des exemples, selon ce qu'il nous raconte ou le problème. Par exemple, eh bien, il rentre et puis, je ne sais pas pourquoi il est en pétard parce qu'il a appris que demain, il y aurait grève de bus. Puis il va au collège ou au lycée en bus. Voilà. Donc il est excité, il en a après la terre entière. D'habitude, c'est pas grave, mais c'est pas rien, hein, c'est qu'une grève de bus. Enfin, vous voyez, tous ces trucs qu'on leur dit. Et là, par exemple, faire hey, t'as l'air en colère. Bah oui, il est en colère. On le voit, on sait ce que c'est que la colère. Donc on peut juste dire t'as l'air drôlement en colère. Ouais, il y en a marre de ces grèves, etc. Et puis demain, je sais pas quoi, si c'est un grand, il a peut-être un examen, j'ai un examen. Et tu te demandes comment tu vas faire pour aller au lycée. Ouais, parce que c'est tous les jours pareil en ce moment, ça fait 15 jours que ça dure, etc. Ah là là, et ça dure depuis longtemps et c'est ça qui te met en colère. Vous voyez, je reprends ce qu'il me dit. Je reflète la colère, je reflète selon ce qu'il me dit, s'il me parle, les faits, le problème. Un autre exemple, il rentre, il a 2 heures de colle. Là, en général, c'est « Qu'est-ce que tu as encore fait pour mériter ça? Tu vas voir quand ton père va rentrer ce soir. Mais je t'ai déjà dit qu'il faut faire comme ci, comme ça. » Ok, d'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas important ce qui s'est passé en classe. Problème de timing. On aborde
la problématique avant d'apaiser les émotions. Mettons qu'il soit en colère contre son prof, parce qu'il pourrait être triste, je sais pas, hein, il a pu être humilié, peu importe. Donc il vous raconte, il y en a marre, j'ai eu 2 heures de colle. Il y en a qui vont pas parler, je sais, il y en a je vais prendre un truc qui fait pas trop de bruit. Voilà, ça par exemple. Des fois, il rentre, et puis, imaginons que c'est son sac, il va faire... Et nous, wow, tu te crois où là? On jette pas les sacs par terre comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je jette mon sac par terre comme ça, que je suis en colère ou qu'il y a un truc qui ne va pas? Donc commençons par, à partir du moment où il n'y a pas de danger, où ce n'est pas irrespectueux à ce point-là, commençons par dire « Hey, ça n'a pas l'air d'aller ». Ça n'a pas l'air d'aller, c'est pas jugeant, c'est pas une question, en général, il parle. Oui, j'ai eu 2 heures de colle, gna 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 gna, il parle. Bah dis donc, t'as l'air drôlement remonté contre le prof. Oui, parce qu'il y en a marre, Paul il a fait la même chose, il lui a rien dit à Paul. Mais dis donc, t'as dû trouver ça drôlement injuste. Oui, puis les autres qui rigolaient comme des idiots là, genre, mais t'as dû te sentir humilié, oui, etc., etc. Vous avez vu ce que je dis, t'as dû te sentir humilié, t'as dû trouver ça injuste, je pourrais dire, ah là là, et 2 heures de colle à caser dans un emploi du temps, etc. Voilà, je reflète sans questionner, sans juger, sans sermonner, etc. Quelqu'un qui comprend ce que je vis. Ça, c'est tellement nouveau que c'est vraiment, vous allez voir, ça change la donne. Il rentre, oh, il y en a marre, j'ai 15 tonnes de devoirs. Nous, mets-toi-y tout de suite, là. Comme ça tu seras... hein. Putain, vous avez envie d'aller bosser, vous, tous les lundis matins, comme ça? Youhou, mais si je m'y mets tout de suite... Je sais pas, moi, lundi matin, des fois, nous, avec mon assistance, on dit « Oh là là, merde, c'est lundi, oh là là, hein. » Bah oui, et puis on dit « Oh oui, t'as raison, hein, oh là là, c'est dur le lundi. » Je sais pas, et ben là, c'est pareil. Hey, oh là, beaucoup de devoirs, hein. Ça a l'air de te... Accepter ce que l'autre vit émotionnellement, ce n'est pas approuver tout et n'importe quoi. C'est pas parce que je lui dis ça a l'air compliqué pour toi, tu as l'air énervé après ton prof, etc., que je cautionne ce qu'il a fait. On est juste en train de parler des émotions. Il s'apaise, ok, quelle que soit la situation. Après, on va pouvoir discuter. Donc vraiment, l'empathie, je me retiens de me poser mes questions, mes jugements. C'est difficile au début, vous allez voir, quand on n'a pas l'habitude. Il y en a qui savent faire, il n'y a pas de souci. Vous allez voir qu'il parle beaucoup plus. Du coup, comme il n'y a pas de questions de jugement, etc., il raconte beaucoup plus. Attention, pas tout, c'est des ados, hein, ils sont moins loquaces. Surtout si vous leur avez aboyé dessus depuis qu'ils sont tout petits aussi, des fois ils se protègent un petit peu. Donc il va falloir faire vos preuves, montrer que maintenant vous savez être empathique sans être dans le jugement à tour de bras, etc. Donc le premier outil très important, ce miroir émotionnel, je reflète les émotions, les faits, le problème. Et puis une fois qu'il est apaisé, vous pourrez rajouter, bon, la prochaine fois que tu es en colère, le cartable s'il te plaît, tu ne le jettes pas par terre. Oui, c'est pas une urgence, il faut prioriser. Je ne vous dis pas de faire du laxisme, c'est-à-dire de ne pas en parler, mais il jette le cartable par terre, commencez par vous occuper de ce que ça représente. Parce que des fois, en plus, il y a des parents, ils vont s'occuper du cartable et ils ne vont pas aller chercher qu'est-ce qui a pu mettre l'ado en colère. Donc lui, il repart avec ses... Et le problème, c'est qu'il collectionne un tas de trucs à l'intérieur et quand ça pète, des fois, ça pète. Et on peut finir notre discussion, notre écoute empathique par « Et de quoi aurais-tu besoin? Qu'est-ce qui pourrait t'aider ?» Hein, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et qu'est-ce qui pourrait t'aider? De quoi aurais-tu besoin? C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je m'adresse aux mamans un peu, des fois, couveuses. Hein, ne créez pas de la dépendance, on en a créé déjà suffisamment. Toutes les réponses ne dépendent pas de vous. Et puis des fois, ils vont trouver eux-mêmes. Souvent, à une bonne écoute empathique, l'ado il va dire bon, allez, c'est bon, je m'y mets, ou t'inquiète pas, demain je vais aller, je sais pas, voilà, je vais arranger ça. Ou bien effectivement, de quoi aurais-tu besoin? Alors des fois, ils ne savent pas. Donc là, vous allez pouvoir faire des suggestions. J'ai dit suggestions, je n'ai pas dit conseils. Hein? C'est toujours mieux parce que sauf s'ils vous demandent un conseil. Quand on demande un conseil à quelqu'un, on est OK pour le recevoir. Quand on n'en demande pas et que l'autre arrive avec ses conseils, moi je sais faire, bah, ça veut dire que toi, tu ne sais pas faire. Hein. Donc, oui, c'est un peu le message sous-jacent. On envoie toujours des messages sous-jacents, en fait. Hein. Si j'arrête, écoute-moi, moi, je vais te dire comment il faut faire. Ça veut dire, genre, t'es nul, tu ne sais pas, moi, je sais faire.
quand même ça qu'on est en train de dire. Donc, on pourrait lui dire, que dirais-tu de retourner voir ton prof, de t'excuser, d'écrire un mot, je ne sais pas quoi, selon la situation. Est-ce que tu aurais besoin de... Voilà, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te mettre au devoir maintenant ou... Voilà, on adapte à la situation. Maintenant, je me tourne vers vous, parce que nous aussi, hein, les émotions, ce n'est pas le privilège des adolescents. Nous aussi, on a des émotions, heureusement. Et la fameuse colère qui nous fait déraper aussi. Et puis on a vu que quand on était en colère, c'est surtout pas le bon moment pour faire passer des messages importants. Donc, on a fait, nous, à l'atelier des parents, une échelle, c'est symbolique. Hein, on dit entre 1 et 10. Donc, 1, c'est je ne suis pas du tout en colère. 0, on aurait pu mettre même. 10, il ne faut pas m'approcher. Je suis en feu. Ça veut dire que là, je suis complètement déconnectée. Là, hein. Ça veut dire que c'est les altimètres, là, ils tournent dans tous les sens et c'est eux qui ont pris le pilotage automatique complet. Là. Vous ne pouvez plus, l'avion, il part dans tous les sens. Ça veut dire qu'entre 7 et 10, c'est très chaud. Vous êtes très, très en colère. Franchement, quand on est en colère à ce point-là, il y a une seule chose et unique chose à faire, c'est de fermer sa bouche. Parce qu'à ce moment-là, on n'a que des couteaux dans la bouche et ce sont nos enfants qui sont en face de nous. Et si ce n'est pas vos enfants, si c'est professionnel, ce sont des êtres humains. Et les couteaux qui sortent de notre bouche, ils blessent. Et ils n'apprennent rien, puisque de toute manière, en face, enfin vous n'êtes pas connecté. Croyez-moi que ce qui sort de votre bouche à ce moment-là, ce n'est pas très futé. Hein. Ce n'est pas joli. Des fois, on regrette après. Et ça n'enseigne rien. Donc, il va falloir que je fasse un cessez-le-feu, on a appelé ça, voilà, les pompiers arrivent, et avant d'ouvrir la bouche, il va falloir se calmer. Comment est-ce que je peux me calmer quand je suis très en colère? Eh bien, il y a plein de choses à faire, des choses auxquelles on ne pense pas. On peut différer. Et ça, on n'y pense pas parce qu'on a longtemps véhiculé l'idée que, surtout si c'est un rapport avec la discipline, c'est à chaud là qu'il faut gérer le truc. Et non, pourquoi? Parce qu'à chaud, vous n'êtes pas connecté et l'ado, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas connecté non plus. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Au niveau cerveau, à chaud, on n'est pas là-haut, on n'est pas dans les fonctions supérieures, ça ne peut pas fonctionner. Donc, la discipline, ça ne se fait pas à chaud. Enfin, à chaud au-dessus de 7. Donc, on peut différer. Et l'avantage avec des adolescents, ce qui est compliqué avec des tout-petits, nous, quand on travaille dans la petite enfance, 2 ans, vous lui dites « Écoute, ce qui s'est passé, ça ne me va pas, on en reparle demain. » Oula, demain, à 2 ans, c'est une autre vie. Hein, je veux dire, on ne peut pas. Hein, avec un ado, on peut. Là, je ne vais rien dire. On en reparle demain. Comme ça, vous, d'ici demain, vous vous apaisez. Lui aussi, et lui, il peut se dire que quand même, il y a un truc qu'il a dû faire qui ne va pas. Avant de parler de sortir, un truc qu'on ne pense pas à faire, c'est déléguer. Si vous êtes 2 sous le même toit, papa et maman, eh bien, des fois, c'est de dire « Chérie, occupe-toi des gosses ce soir parce que je pense que je vais les jeter par la fenêtre. » Bah oui, on a tous vécu des soirées comme ça. Et des fois, on ne s'autorise pas à passer le relais. Ou bien à l'autre, quand il voit que c'est trop chaud pour vous, de dire « Attends chérie, je m'en occupe ». C'est une façon de nous protéger tous les uns les autres des pires trucs qu'on pourrait se dire ou se faire les uns les autres. Et c'est important aussi de s'autoriser à déléguer. Alors, non, je peux au moins quitter la pièce, surtout si c'est l'ado qui est la cause, mettons, ce qu'il a fait en tout cas, qui est la cause de mes émotions fortes. Je quitte la pièce. En général, trouver une petite phrase. Là, je ne vais rien dire parce que je t'aime et je ne veux pas te blesser. Ou là, je ne vais rien dire parce qu'il vaut mieux pas que je parle. Dites la phrase que vous voulez. On en reparle tout à l'heure. Vous sortez. Si vous avez une demi-heure, prenez un bain, faites un jogging, relaxez-vous, ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas une demi-heure et que vous avez 3 minutes, notre corps est équipé, formidable. Ça devrait être remboursé par la Sécu. On a de quoi se calmer en 3 minutes, la respiration. Vous respirez 3 minutes en faisant des inspirations, 5 secondes par le ventre, 5 secondes. 5 secondes, vous faites des cycles, 5, 3 minutes, vous rigolez, mais pourquoi c'est vrai? Parce que ça suffit pour arrêter la sécrétion du cortisol, qui est une des hormones de stress.
C'est pour ça que je dis que ça devrait être remboursé par la Sécu. Donc on a ce qu'il faut pour s'apaiser. Je ne vous dis pas de revenir discuter avec l'ado quand vous êtes complètement zen, mais d'être en dessous de 7. Parce qu'en dessous de 7, vous serez capable d'exprimer vos émotions. Ça me met en colère de voir ce qui se passe ici. Ça va, j'ai le droit de dire ça. Je n'ai pas été blessante. Au-dessus de 7, ce n'est pas ça que je vais dire. C'est moche ce que je vais dire. Et si je ne peux pas quitter la pièce parce que vous avez aussi un petit, une marmite à surveiller, bref, avant d'ouvrir la bouche, vous comptez jusqu'à 10. C'est votre warning pour dire « Attention à ce que tu vas dire ». C'est ton fils en face. Attention à ce que tu vas dire. Donc vous comptez jusqu'à 10, en même temps vous respirez, et après vous parlez. Et si, une fois que vous êtes repassé en dessous de 7, vous allez exprimer vos émotions. Parce que quand on exprime ses émotions, on apprend aux autres, aux enfants, aux ados à les exprimer. Donc j'exprime ce que je ressens. Ça me met en colère de voir un cartable jeté par terre. Ça me rend triste, je suis blessée par de telles paroles. On peut dire ça, il vous a mal parlé, moi ça me blesse d'entendre ça. Ça me rend triste. Vous parlez de vous, de ce que vous ressentez. Et parlez court et efficace. Arrêtez de faire des tirades et de la morale qui dure 20 minutes, sinon il décroche. Parlez de votre enfance tranquillement au coin du feu le dimanche après-midi avec un bon goûter. Mais commencez par dire « Moi, j'ai fait ça quand j'étais petite, ma mère ceci, mon père... Oh, » oubliez. Pour résumer cette partie sur les émotions, M. Guinotte a dit cette phrase qui résume bien ceci. Il a dit « Toutes les émotions sont légitimes, les comportements ne sont pas tous acceptables. » Toutes les émotions sont légitimes, ça veut dire tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir peur, etc., etc. Les comportements ne sont pas tous acceptables. Par contre, dans cette maison, on ne frappe pas, on n'insulte pas, on ne mord pas si c'est des petits, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il faut leur apprendre à exprimer les émotions d'une manière acceptable et respectable pour vous, chez vous. Ça s'apprend, et ça s'apprend quand tout le monde est connecté, donc pas trop dans les émotions. À froid, on peut en parler. Et comment ils apprennent? En nous voyant faire, aussi, hein, essentiellement, on l'a vu, et par répétition. Donc ce n'est pas les émotions le problème, c'est les comportements qu'ils utilisent pour exprimer les émotions. Et comme on a un comportement dans le kit de base frapper, hein, je vous rappelle, fuir, combattre ou se figer. Si je me sens menacée, vous savez que l'âge où il y a le plus d'agressivité chez les enfants, quand je pose la question, les gens sont étonnés de la réponse, c'est l'âge de la crèche. Ben oui, parce qu'ils ont globalement que ça, fuir, combattre ou se figer. Alors, le combat, alors vas-y, je te tire les cheveux, je te mords, les morsures à la crèche, alors ça c'est le grand débat tout le temps. Ça s'arrange parce qu'il y a des adultes autour d'eux qui leur apprennent. Quand tu n'es pas content, quand tu veux un jouet, voilà, tu parles, tu demandes, etc., etc. Si on ne leur apprend pas, comme ça c'est dans le kit de base, c'est le logiciel, il est fourni hein, avec le cockpit, celui-là, hein, il est dans l'ordinateur dès le départ, celui-là. Donc si on ne leur apprend pas à exprimer leur colère autrement, à 15 ans, ils continuent à taper, hein. Ou à insulter, c'est taper avec la bouche, si je puis dire. Hein. Donc, ils ont besoin d'apprendre à exprimer la colère, parce que, voilà, encore une fois, c'est celle-là qui nous embête, d'une façon, on va dire, socialement acceptable. Mettons que tout le monde est calme, en dessous de 7. Hein, l'ado n'est pas trop dans les émotions, vous non plus, mais vous avez des choses à dire. Des choses qui fâchent, parce qu'il a été puni, parce que ceci, cela, il y a un truc qui ne va pas, parce que la chambre n'est pas rangée, vous avez promis, la vaisselle n'est pas vidée, les notes ne sont pas comme ci, comme ça, les comportements, ça ne va pas. Bref, tout ce qui fait le quotidien des ados. Là aussi, on va voir que malheureusement, on est bien maladroit. Et vous voyez, j'ai mis blablabla, tu, toujours encore. Tu as encore pas rangé ta chambre. Il faut toujours, je te le répète 15 fois, tu es irresponsable, je ne peux pas avoir confiance en toi, ta. Tout ça, ça sort de l'ordinateur là-haut de papa, maman. Alors, vous imaginez en face, quand on reçoit ça, on dit bah oui, papa, excuse-moi, je vais aller vite ranger ma chambre et vider le lave-vaisselle, t'inquiète pas, je vais essayer d'y penser demain. Non, alors là, quand on leur parle comme ça, ils ont encore moins envie d'y aller. D'ailleurs, si nous, on nous parlait comme ça, franchement, ce ne serait pas très motivant. Donc, vous voyez, ce papa, hein, il dit toutes ces phrases-là depuis son ordinateur, là-haut, il est dans le rationnel. Alors, il peut être un peu énervé, mais pas trop, hein, sinon, ça ne va pas être ça qui sort. Évidemment, le risque, c'est qu'en face, ça énerve hein, les ados. Alors, je vais vous donner un exemple, puis après, je vais vous réexpliquer ça avec des objets.
Je donne toujours volontairement, toujours le même exemple, mais c'est parce que je donne un exemple très simple, parce que mon objectif, c'est que vous compreniez l'outil. Mais après, c'est transposable à toutes les situations. Un de mes 3 garçons a longtemps fait quelque chose qui m'énervait. Voilà. Moi, si ça ne vous énerve pas, je vais vous donner l'exemple. Ne changez rien chez vous, mais c'est juste pour l'exemple. Il était petit, mais voilà, ça, peu importe, ça marche avec les petits, les ados. Il sortait des toilettes, il laissait la porte ouverte. Voilà. Et moi, ça ne me plaît pas, parce que c'est d'avoir la vue sur les WC, ça sent mauvais, tout ça, bref. Donc, avant, je hurlais du matin au soir des trucs du style « Ça fait 15 fois que je te dis de fermer la porte, quand est-ce que ça te rentrera dans le crâne? À l'âge que t'as, tu devrais fermer la porte sans que j'ai besoin de te le dire. Ton petit frère ferme la porte sans qu'on ait besoin de lui dire. » Enfin, oui, vous appuyez sur « On », puis en général, ça sort, quoi. On n'a même pas, on réfléchit même pas pour sortir tout ça. Imaginez que vous êtes mes enfants ce soir, et je vous parle comme ça, je suis votre maman. « Ça fait 15 fois que je te dis de fermer la porte. Quand est-ce que ça te rentrera dans le crâne? Enfin, à l'âge que t'as, tu devrais fermer la porte sans que j'ai besoin de te le dire. Ton petit frère ferme la porte sans qu'on ait besoin de lui dire, etc. etc. » Est-ce que vous avez envie d'aller fermer la porte? Est-ce que vous sentez que je déborde d'amour pour vous? Bon, les ados, bon, hein. Est-ce que vous vous sentez capable ou est-ce que vous vous sentez nul? Hein, ça fait 15 fois que je te dis, c'est toujours pareil avec toi. Donc on est quand même en train de leur dire qu'ils sont nuls. Le message sous-jacent, c'est ça, puisqu'il faut répéter, etc. Alors des fois, on a l'impression qu'ils font même pas peur, même pas mal. Ça ne veut pas dire que dedans, l'estime de soi, elle est forcément... c'est des façades, hein, c'est des mécanismes de défense, des fois. C'est pas parce qu'ils font genre, m'en fous, moi, de tes trucs, ça me touche pas. À l'intérieur, il n'y a personne qui aime bien qu'on lui parle comme ça. Hein. Et puis, il y en a qu'on va voir en direct, voilà, il baisse le dos, ça fait mal, c'est blessant, etc. Reprenons la même scène, je vais vous la rejouer autrement. Puis après, on va analyser la différence. Je vois la porte qui est restée ouverte, ou je n'entends pas le qui m'indique, la poignée, que la porte a été fermée. Et je vais dire, la porte des WC est restée ouverte. Et si ça fait 15 fois depuis ce matin, je vais dire, la porte des WC est restée ouverte. C'est-à-dire que je vais mettre le ton adéquat. En général, quand je fais ça, j'entends 3 pas en arrière, tac, tac. Alors un ado, j'entends voum, la porte qui se referme. Ah oui. Ah, ça. Si en plus vous voudriez qu'il fasse, oh pardon maman, je vais vite fermer la porte. Et vous avez oublié que vous avez été ado aussi. Hein. Quand on est ado, il y a des trucs plus sexy à faire, plus sympathiques à faire que de fermer des portes, vider des lave-vaisselle, ranger des chantes. On a l'impression que les parents ont quand même vite oublié. Hein. Bref, ils retournent. Arrêtons-nous sur ce que je viens de faire. Faisons une analyse de la situation. C'est quoi le problème dans mon affaire? Voilà cette maman, et puis avec cet ado qui ne ferme pas la porte, etc. Identifier le problème de mon scénario. C'est quoi mon problème à moi? C'est la porte qui est restée ouverte. Et quand je parle comme ça fait 15 fois que je te demande de fermer la porte. Quand est-ce que ça te rentrera dans le crâne? C'est quoi le problème? C'est l'ado. C'est ça qui ne va pas dans notre façon de parler. C'est qu'on parle de la personne. Et quand on parle comme ça, l'estime de soi, elle en prend un coup. Or, notre message doit véhiculer l'idée que ta valeur humaine, elle est bonne, elle reste intacte 24 heures sur 24. C'est pas toi le problème, c'est ce que tu as fait. Et pourquoi j'ai mis des bouteilles là? Parce que ça va être des moyens ménotechniques, parce que des bouteilles et des verres, vous en voyez tous les jours. Donc j'en ai apporté. Je vais vous expliquer ça d'une manière un peu différente, parce que nous, on aime bien, on est formé à quelque chose qui s'appelle les techniques d'impact, à l'atelier des parents. Alors, je vais faire une pause pour boire, parce que j'ai besoin que ça soit un peu plus vidé. Alors, la grande bouteille, c'est un adulte. La petite bouteille, c'est un ado. Le gobelet, c'est le problème. Quand je parle, comme je l'ai fait dans la première façon de faire, je parle comme ça. Ça fait 15 fois que je te dis de fermer la porte. Quand est-ce que ça te rentrera dans le crâne? À l'âge que tu as, tu devrais la fermer, etc. etc. Bon, je ne vais pas faire trop de dégâts sur la belle nappe de la mairie. Comment il se sent, l'ado? Écrasé, ratatiné, nul, incapable, mauvais, je ne sais trop quoi, parce que même son petit frère qui est petit, il y arrive et lui, il n'y arrive pas. Regardez où il est le problème.
Le problème, c'est le gobelet. Il est sur la tête de l'ado. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'eau dans les bouteilles, c'est l'estime de soi. Et vous avez vu quand j'ai commencé à... Si vous vous approchez, vous verrez, il y a de l'eau sur la table. J'aplatis. Chaque fois, c'est l'estime de soi qui en prend un coup, puisque je suis une mauvaise personne. Hein, c'est vraiment ça. Ce qui ne va pas, c'est que j'ai mis le problème sur la tête de l'ado. L'ado devient le problème. Dans la deuxième façon de faire, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décrit le problème. Le problème, il reste là. On va le redresser un peu, le pauvre Titi, là. Voilà. Quand le problème, il reste à sa place, le parent peut décrire le problème, voit le problème, l'ado voit le problème, on parle du problème. La porte des WC est restée ouverte. Sous-entendu, qui que ce soit qui laisserait la porte ouverte, ça serait un problème pour moi. Un autre de tes frères, mon conjoint, la voisine. Ouais. Je ne pense pas que vous parlez comme ça à votre voisine. Votre voisine, elle laisse la porte ouverte, vous allez discrètement faire... Puis viens, on va à la cuisine, on va boire un petit thé. Hein, c'est pour ça que parfois, j'ai sur d'autres thématiques de conférences où je dis « Parlez à vos enfants comme à vos invités ». Ça ira beaucoup mieux déjà. Hein, c'est clair, on les connaît, les outils de communication. On est capable de les utiliser avec d'autres que nos propres enfants, nos propres adolescents. Donc, vous allez voir des verres et des bouteilles tous les jours. Donc, ça va vous aider à retenir que quand j'ai un message à faire passer, une critique négative, on va dire quelque chose qui ne va pas, je ne parle pas de la personne, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, 24 heures sur 24, je t'aime et ta valeur humaine doit rester intacte. Par contre, ce que tu as fait ou ce que tu as dit ne me convient pas. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décris le problème avec mes 5 sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, etc. Un autre exemple, imaginons que vous demandez à vos ados le soir de participer, je sais pas, à débarrasser la table. Il y en a un qui doit essuyer la table, voilà, il y a de l'eau. Vous touchez, ou vous voyez, vous touchez, et vous croyez que c'est la même chose si je dis à mon ado « T'as essuyé avec tes pieds ou quoi ?» Ouais. Ou bien si je lui dis « Il y a encore de l'eau sur la table » ou « Il y a encore besoin d'un coup d'éponge sur cette table ». Vous voyez, je décris le problème. Alors, il ne va pas aller le faire en souriant, etc. C'est un ado. Il va le faire en... Là, stop, quoi. Sinon, je ne peux plus rien pour vous, quoi. L'objectif, c'est qu'il aille passer un deuxième coup d'éponge sur la table. Et quand je lui parle comme ça, croyez-moi qu'ils vont beaucoup plus coopérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a du respect de la personne. Mais ce n'est pas une baguette magique. J'en ai pas de baguette magique. Mais il y a une différence essentielle entre les deux façons de faire. Quand je parle en lui parlant comme ça, je ne suis pas sûre qu'il va coopérer. Mais en tout cas, à tous les coups, je fais du mal, puisqu'à tous les coups, je blesse la personne. Quand je parle de manière en laissant le gobelet à sa place, même s'il ne va pas essuyer, même s'il ne va pas fermer la porte, même s'il ne va pas faire ce que je veux, au moins, je n'ai pas fait de mal à l'estime de soi. Au moins, je n'ai pas blessé la personne. Et à moi de retrouver, peut-être qu'il y avait trop d'émotions, il faut que déjà s'apaiser, lui, moi, que ce n'est pas le bon moment, etc., etc. Donc ça, c'est important, c'est que ce n'est pas une baguette magique, mais qu'au moins, même si ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas de mal. Mais croyez-moi que quand on nous demande de faire des choses en décrivant le problème, on est beaucoup plus enclin à coopérer que quand on est en train de nous demander de le faire en même temps en nous disant qu'on est nul, quoi. Et alors, il y a des parents qui me disent « Ouais, mais enfin, c'est bon, quoi. Hein. Moi, heureusement qu'on ne me dit pas de vider le lave-vaisselle tous les jours, d'aller faire les courses. Oui, sauf que toi, parent, t'es fini là-haut. Tu sais bien que si tu fais pas les courses, il y aura personne qui pourra manger à la maison. » L'ado, il se dit « Si je ne vide pas le lave-vaisselle, peut-être quand même qu'il y a quelqu'un qui le fera à ma place. » Hein, c'est ça la différence. Donc, oui, c'est vrai que nous, on ne nous dit pas de faire les choses, mais voilà. Après, ça, c'est important. Donc, et puis le cœur, c'est pour symboliser aussi, je peux décrire comment je me sens. Ça me met en colère de voir, vous voyez, là, il y a les deux, d'entendre, etc., de telles paroles, ou la musique si forte, ou je ne sais pas quoi. Tout ce que vous avez comme message à faire passer pour susciter la coopération, faites-le de manière descriptive. On retrouve M. Guinotte, qui est le premier psychologue, à l'époque, c'était un psychologue des courants humanistes, qui a dit qu'il était important de différencier la personne et son comportement.
Hein. Encore une fois, ce n'est pas toi le problème, c'est ce que tu as fait. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez décrire, posez-vous la question, c'est quoi le problème? Alors, je sais que des fois, on répond, c'est mon ado. Ben non, si c'est ça, sachez tout de suite que ce n'est pas la réponse attendue. Hein. Ça ne doit jamais être la personne. C'est ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait, la chambre pas rangée, le truc, la note, le machin, le comportement, etc. etc. Alors, en principe, quand j'ai des conférences sur la communication, je prends plus de temps pour faire cette première partie et je ne vais pas plus loin. Mais je sais que les parents d'ados repartent très frustrés si je ne parle pas un minimum d'autorité. Mais ce qu'on a vu déjà jusqu'à maintenant, c'est la porte d'entrée vers l'autorité. Croyez-moi que vous aurez déjà beaucoup moins de problématiques si vous faites attention à vos émotions, à celles de vos ados, et si vous faites passer vos messages de manière descriptive. Bon. Je ne vais pas aller non plus très loin dans l'autorité, parce que sinon on repart pour 2 heures, hein, parce que si je commence à parler de punition et tout ça, enfin alternative à la punition, c'est trop long. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même en rajouter un petit bout pour pas que vous soyez trop frustrés. Alors, quand on parle d'autorité, il y a différents styles. Alors déjà, le mot autorité, histoire qu'on se mette d'accord, on va pas faire un cours de sémantique, mais nous on parle d'autorité, on dit c'est notre job d'adulte, qu'on soit parent ou enseignant dans une classe, moniteur, je sais pas quoi, au ping-pong, dans une association, peu importe, on doit être garant d'une certaine autorité. Maintenant, il y a différents styles d'autorité. Il y a de l'autoritarisme, hein, donc ça serait serré comme ça, punition, machin, très, on va dire militaire, pas très bienveillant pour le coup. Et puis, à l'autre bout, il y a du laxisme. Là, c'est zéro, tu fais ce que tu veux. Vous savez, c'est ce qu'on a eu un petit peu. L'apogée de l'autoritarisme, c'était la Deuxième Guerre mondiale, globalement, hein, avec tout les horreurs qui s'est passé. C'était vraiment l'autoritarisme à tout crin. D'ailleurs, c'était comme ça qu'on élevait les enfants jusqu'à cette période. Hein. Il y a des bouquins sur ce qu'on appelait die Schwarze Pädagogie, la pédagogie noire en Allemagne, ou même les pédiatres disaient qu'il fallait mettre les enfants au placard, des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'était les trucs de l'époque. L'apogée, la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on est passé après? Il est interdit d'interdire, 68. Laxisme, voilà. Bon. Et aujourd'hui, on sait que autoritarisme, c'est quand même mauvais. Laxisme aussi, donc on navigue entre 2 eaux et on essaye de trouver un cadre bienveillant et ça, c'est important. Alors, le problème, voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais une grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on essaie de contrôler les ados. Il n'y a aucun être humain qui aime être contrôlé. Je veux dire, la seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous. C'est déjà bien compliqué, des fois, hein, on a bien du mal à se contrôler. Mais on ne peut pas, ou alors si, c'est que vous êtes dans la manipulation, ou bien que vous êtes un gourou, enfin, vous voyez, dans une secte, un truc comme ça. Là, ces gens-là, ils vont contrôler les autres, ils vont manipuler, etc. Moi, ce que je vous conseille, plutôt que d'essayer de contrôler l'ado, c'est déjà d'essayer de contrôler le cadre et de le tenir, ce cadre. Hein. Donc, d'y réfléchir déjà un minimum en amont. Un cadre doit apporter 2 choses. Ça ne doit pas servir à contraindre, à embêter, etc. Un cadre doit apporter de la sécurité, et ça c'est important, c'est ce qu'il n'y a pas du tout dans le laxisme par exemple, hein, voilà. Et de la liberté, c'est pas, on n'enferme personne dans une petite boîte. Hein. Alors, ils vont venir taper dans le cadre, c'est normal, et ce n'est pas contre vous, ils viennent tester le cadre. Si vous avez cette vision, c'est pas contre moi, parents, mais ils viennent tester si moi je suis capable de tenir le cadre de manière assez solide. Pourquoi? Parce que s'ils voient que vous êtes solide, ils pourront comprendre que vous serez la bonne personne pour les protéger. Hein. Donc c'est pas contre vous, c'est contre le cadre. Donc c'est normal qu'ils viennent un petit peu taper dedans, ça c'est important. La liberté, ça veut dire qu'il n'est pas trop petit mon cadre, hein. Il peut bouger, il peut faire des choix, etc. C'est ado dans ce cadre. Globalement, nous on a choisi d'illustrer comme ça, dans un cadre, il y a les interdits, le non négociable, négociable et libre. Rapidement, les interdits, c'est ce qui touche, alors là on est en France, la loi française. Hein, interdit de voler, tout ce qui touche aux interdits sexuels en fonction des âges, des interdits de propos racistes, de la violence, tous ces trucs-là. Voilà, tout ce qui est, il y a des lois pour ça. Donc là, c'est tout, nous, Français, on est soumis aux mêmes lois. Et ça, c'est les interdits, on va dire, plus collectifs. Le non négociable, ça serait vos interdits à vous, chez vous.
selon votre culture, votre religion, les messages que vous voulez faire passer, la façon dont vous voulez éduquer vos enfants, etc. etc. Négociable, eh ben, ça veut dire que, oui, avec certaines balises, je vais vous donner des exemples, et libre, c'est libre. Prenons des exemples, une adolescente qui veut se maquiller. Elle a, mettons, 12 ans. C'est pas interdit par la loi. Dans cette famille, on dit non, 12 ans, c'est trop jeune. C'est contraire à nos valeurs. On ne veut pas. Tu pourras, à partir de 14 ans, 16 ans, peu importe. Dans une autre famille, on va dire, alors écoute, quand il n'y a pas école ou pendant les vacances, on est d'accord. Par contre, en semaine, quand il y a école, pas de maquillage. Et puis dans une autre famille, on dira, tu veux te maquiller, chérie, tiens, je te prête mon maquillage ou je serais contente d'aller en acheter avec toi. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Après, il faut que chacun sache qu'est-ce qu'il met dedans. Ça, c'est vous qui savez. Alors, en atelier, on passe pas mal de temps là-dessus, mais je voudrais juste vous donner 2-3 tuyaux pour le non négociable et le négociable. Ce qui est compliqué, c'est de savoir, on n'a pas un catalogue, hein, on ne peut pas se préparer à tout. Savoir, des fois, ils nous prennent de court, ils ont des demandes, on se dit, oh là là, c'est négociable, c'est pas négociable, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et là, c'est risqué pour vous. Alors, le cadre, ça se construit seul ou à deux, mais ça se construit idéalement à deux, même si vous n'êtes pas sous le même toit et vous restez les parents des mêmes enfants. Plus vous aurez de la cohérence dans le cadre entre papa et maman, plus ça sera simple pour vous et plus ce sera simple pour les ados. Bon, je sais que c'est compliqué, pas toujours facile, mais en tout cas, on prend un temps pour y réfléchir. Puis les ados, il y a quand même les sorties, le truc comme ça, vous allez sentir venir des choses, donc c'est intéressant d'y réfléchir. Sauf que les ados, ils veulent une réponse maintenant, tout de suite. Hein. Donc je vais vous donner une astuce, vous allez voir, vous allez aimer celle-là. Je devrais la vendre, celle-là, parce que les parents adorent. Parce que les ados, quand ils viennent, je peux sortir samedi soir. Alors, le problème, c'est que si vous ne savez pas, des fois, ça va être non. Ça, c'est un non mou. Un non mou, c'est un cadeau pour les ados. Je vous expliquerai tout à l'heure, juste après, pourquoi. Quand vous savez si c'est négociable ou pas, donc vous allez dire oui ou non, mais ça vient de dedans. Ok, vous êtes clair avec votre réponse. Le problème, c'est que des fois, on ne sait pas. Et mais non, il faut que j'appelle maintenant pour lui dire si je viens samedi soir, c'est important, etc. Moi, j'ai adoré une fois dans mes ateliers, j'ai un papa d'ado. Il m'a dit, moi, c'est pas compliqué. Hein. Quand mon ado il me dit c'est urgent, je dis c'est urgent, tu fais le 15. Mais en fait, ça m'est resté. Et je me suis dit, ce monsieur avait raison. Les vraies urgences, ben moi j'ai bossé au SAMU pendant 1 an, donc je sais ce que c'est. Les vraies urgences, c'est quand il faut faire le 15. Et nous, on croit que tout est urgent, et ils nous font croire que tout est urgent. Et qu'il faut des réponses maintenant. Mais c'est aussi un peu de notre faute, hein, parce que depuis qu'ils sont tout petits, on est des distributeurs automatiques de solutions. T'as faim, mange, t'as sommeil, va te coucher. Tu t'es disputé avec Marie, bah, joue avec Caroline, et sympa, toc, toc, problème, solution, problème, solution. Donc on pense qu'il faut donner des réponses tout de suite. Non. Alors, l'astuce, quand vous avez besoin de temps, que ce soit 2 minutes, 2 heures, 2 jours, pour réfléchir, pour en parler au conjoint, pour appeler le parent, n'importe quoi, peu importe, prendre des informations, et qu'il veut une réponse tout de suite là maintenant, vous lui dites « Tu veux une réponse maintenant ?» C'est non. Tu peux attendre 2 heures, ça sera oui ou non, tu choisis. Ah, c'est la fin de la phrase qui est importante, je la refais. Tu veux une réponse maintenant ? C'est non. Tu peux attendre que j'en parle à papa, que j'appelle la maman de ta copine, que je me renseigne sur le net, que ce que vous voulez, 2 jours, 2 minutes, 2 heures. Ça sera oui ou non, tu choisis. N'oubliez pas la fin de la phrase, elle est importante. Hein. Et ça vous donne du temps. Et après, quand vous allez dire non ou oui, ça viendra de là-dedans. Et au moins, ça sera plus simple pour vous de le tenir aussi. Alors, le problème, c'est que la différence entre un parent et un enfant, un ado, parce qu'ils insistent quand même beaucoup. Et pourquoi ? Parce que moi, je vais vous dire la différence entre un parent et un ado, c'est que eux, ils ont le temps et rien à perdre. Vous n'avez pas le temps et tout à perdre. C'est pour ça que quand vous dites un non qui est mou, yes, ça pour eux, c'est du gâteau. Parce que comme ils ont le temps et rien à perdre, allez hop, ils embrayent la machine et avec un peu de chance, bon d'accord, allez, oui mais d'accord, et puis donc vous allez hop, céder
Et puis après, vous allez plus dormir de la nuit. Ah, pourquoi j'ai dit non, pourquoi j'ai dit oui, enfin bref, etc. Donc, attention, prenez du temps pour réfléchir et pour donner un non qui soit un vrai non ou un oui qui sera un vrai oui. Et après, comme ils ont le temps, ils insistent. Je vous donnerai un exemple après. Et là, on a un autre piège, c'est que souvent on argumente. Et là, c'est aussi c'est aussi du gâteau pour eux, parce que quand on commence à rentrer dans l'argumentation, il y a un tas de trucs à l'intérieur de nous dont on n'est pas conscient qui jouent, mais il y a aussi des trucs du style « Ah, si je dis non, il va croire que je l'aime pas, ou que je l'aime moins que son frère. Peut-être que lui, il m'aimera moins aussi. » Enfin, vous voyez, il y a tous ces trucs-là un peu psy qui se jouent derrière. Et du coup, on ramollit et il y a un risque qu'on cède et qu'on change d'avis, donc c'est pour ça. Par contre, on va informer, ce qui n'est pas la même chose que d'argumenter. Je prends un exemple avec un de mes garçons qui, à un moment, voulait un scooter. Pour moi, c'était non négociable. J'y avais réfléchi, voilà, j'ai travaillé au SAMU, tout ça, ça m'a vacciné, j'habite Saint-Maur, il y a 4 arrêts de RER, on a le bus à 5 minutes de la maison. Enfin voilà, hein, j'aurais habité en race campagne, j'aurais peut-être fait un travail sur mes peurs, je ne sais pas, mais pour moi, c'était dangereux et inutile. Donc la première fois que mon fils est venu me demander un scooter, je l'ai écouté, il a attendu ma réponse, je lui ai dit écoute Sacha, c'est non et c'est non négociable. Tac. Puis moi je parle beaucoup avec mes mains, donc je fais c'est non et c'est non négociable. Évidemment, il ne m'a pas sauté au cou en me disant merci maman de prendre soin de ma santé. Évidemment, il a argumenté, il n'était pas content, donc j'ai sorti mon miroir émotionnel, je lui ai dit bah oui c'est difficile, t'aimerais vraiment, t'as l'air vraiment d'avoir envie d'un scooter. Ouais, tous mes copains en ont. Hein. Oh, ouais, oui, vraiment, les autres ont vraiment de la chance. Enfin, voilà. Je lui ai répété une deuxième fois. Je lui ai dit, écoute, non, c'est non négociable. Alors, j'ai donné mes informations. J'ai pas juste dit, c'est long et c'est comme ça. Hein, voilà. J'ai juste dit, écoute, franchement, il y a le RER, le bus, le RER. Et puis, je trouve ça dangereux, quoi. Parler court et efficace. Donc, il insiste. La deuxième fois, je lui répète. La troisième fois, j'écoute toujours, je fais de l'empathie, etc. Et la troisième fois, je lui ai dit, écoute, c'est non négociable, et tu sais pourquoi. Et vous partez. Si vous restez là, vous êtes mort. Parce qu'ils ont le temps et ils n'ont rien à perdre, etc., etc. Alors évidemment, quand je pars, c'est ça qui est bien, parce que les petits de 2 ans, ils vous courent derrière. Hein, donc les parents, quand on travaille ça avec les plus petits, c'est autre chose. Là, peut-être qu'ils vous redécorent avec des noms fleuris, partant en claquant la porte. Pensez à vos prochaines vacances, mettez un casque, de la musique, c'est des ados. Veut dire, franchement, quand on fait ça, on n'en a pas pour... Alors, je ne dis pas que ça s'est réglé en une demi-heure. Hein. Il est revenu à la charge. J'ai tenu toujours, j'ai toujours écouté. J'ai toujours donné mon point de vue, ou ça serait une autre situation, je rappellerais la règle, par exemple. Je dirais que je te rappelle que la règle, c'est, on avait convenu tel horaire, ou je ne sais pas, selon la situation. J'écoute, je répète 1 fois, 2 fois. La 3e fois, je dis, tu sais pourquoi, et je m'en vais. Et si vraiment c'est gros drame, il pleure dans sa chambre, etc., on ressort notre petit miroir d'empathie, on retourne faire de l'écoute, etc. Mais des fois, on n'en a pas besoin. Alors, l'anecdote quand même de cette fin d'histoire, donc il n'a jamais eu de scooter. Et notre fils est parti, ça doit faire 3 ans maintenant. Dans le cadre de ses études, il est parti 6 mois à Shanghai. Et au retour, il nous a avoué que là-bas, il s'était acheté un scooter. Parce qu'à Shanghai, pour se déplacer, c'était l'enfer. Mais bon, voilà, c'est comme ça, de toute manière. Mais, et vous voyez, c'est rigolo parce que l'aîné, qui habite Paris maintenant, l'autre jour, il est venu me dire « Ouais, je vais passer mon permis scooter, j'en ai marre, le métro, tout ça, tac, tac, tac. » Alors moi, évidemment, il avait 28 ans. Ça n'empêche que je continue à donner mon point de vue. Eh ben, n'empêche qu'il a passé son permis, mais ça fait quelques mois, il n'a toujours pas acheté de scooter. Mais c'est important, ça veut dire qu'on a quand même une influence. Je ne veux pas les manipuler, mais on garde forcément une influence. Après, c'est sûr qu'il a 28 ans. Si demain il va acheter un scooter, il va acheter un scooter. Si vous voulez, Mais c'est intéressant parce que, comme je vous disais en début de conférence, ils ne nous montrent pas qu'ils impriment tout de suite ce qu'on leur dit, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire passer des messages. Bon, ça c'est un outil, je passe vite parce que je pense que l'heure avance, je ne surveille pas l'heure, mais ça c'est un outil qui marche bien. Quand la règle est connue avant,
Par exemple, les horaires de sortie. Il sort le soir, maintenant il est grand ou il rentre plus tôt, mais du style, vous avez convenu, donc on a construit le cadre, on apprend à établir les règles, tout ça, je n'ai pas passé là-dessus parce que j'ai pas le temps, mais mettons que vous avez convenu 23h30, retour à la maison. Il rentre à 24h. Bon, la première fois, on va rappeler la règle. Je te rappelle, on montre qu'on n'est pas content, etc. La deuxième fois, il rentre de nouveau. Bon, pas 2 minutes non plus, il ne faut pas exagérer, mais voilà. Hein. Là, à ce moment-là, on peut lui dire, écoute, le jour où il va ressortir, tu as le choix de sortir en respectant l'horaire convenu ou tu restes à la maison. Tu choisis. Ok, maman, je rentre à l'heure convenue. Il sort, il ne revient pas à l'heure convenue. Je vais lui dire, tu as choisi de rester à la maison samedi soir prochain. Et là, il n'est pas content, je fais de l'empathie, etc. Et je tiens, parce que si vous ne tenez pas, parce que dans la semaine, ils vont essayer de... Tenez. Parce que sinon, moi, quand je travaille en atelier, les gens, ils disent, bon, alors on parle entre 2 rencontres, ils me racontent ce qu'ils font à la maison. Des fois, ils me disent, ah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ok, je dis raconte, donc ils me donnent un exemple. Et chaque fois qu'ils me disent ça n'a pas marché, c'est qu'ils n'ont pas été au bout jusqu'à l'application des conséquences. Parce qu'il faudra peut-être se mettre devant la porte samedi prochain. Mais oui, mais attendez, si vous voulez qu'il y ait une conséquence, hein, il y a une règle qui a été établie, on l'établit ensemble en général parce qu'ils sont grands, mais il faut au bout d'un moment tenir ce cadre. Hein. Sinon, c'est compliqué. Donc ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu. On se rappelle que pour communiquer, c'est une question de disponibilité, hein, surtout au niveau émotionnel, que je peux différer si ce n'est pas le moment, ou déléguer si c'est trop chaud, et qu'en fait, quand je parle, mon objectif aussi, c'est de booster l'ordinateur de mon ado, hein, puisqu'il n'est pas terminé, il n'a encore pas tous les logiciels, hein, 26 ans, il y a encore... Alors, ce qui est bien que l'adolescence, dans le cerveau, bon, j'ai été quand même assez rapidement, mais il y a une espèce d'élagage sur tout ce qui était mis en place. C'est comme si à la maison, vous refaisiez l'électricité, tout ça, le décor, la plomberie, tout ça. Donc c'est quand même un peu une deuxième chance, l'adolescence. Au niveau neurologique, je parle. Hein. Donc il faut le voir ça aussi de manière positive, c'est ça qui est intéressant. Donc pour booster son ordinateur, là-haut, je vais utiliser un outil, la description, ce que j'ai utilisé pour les bouteilles, mais en fait, je décris mes émotions, ou les siennes, quand je fais de l'empathie, ou quand j'exprime les miennes. Je décris les comportements attendus, les faits, le problème, mes besoins, c'est ce qu'on a vu avec les bouteilles. Et puis le cadre et les conséquences, bon là, ça, j'ai été un peu vite, je vous ai 2-3 outils, mais c'est vraiment important. Quand j'arrête pas de vous dire tenir, vous avez vu que dans le mot obtenir, il y a le mot tenir. Si vous voulez obtenir, il faut tenir. Et même quand on est fatigué. Maintenant, on fait du mieux qu'on peut. Il y a des jours, même Ben Kemoun, avec toutes ses affaires avec les ados, là, elle n'a qu'à venir chez moi et s'en occuper. Hein. Je veux dire, c'est bon. La bienveillance, ça commence envers soi-même. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Ce n'est pas une question de parents parfaits, etc. Il y a des jours où on a la patience pour ça. Il y a des jours où on a une journée où on n'arrive plus. Mais attention, parce que la constance, un jour, j'en reviendrai à approfondir l'autorité, la constance, c'est important. Hein, donc sinon, vous pouvez... voilà, ça risque d'être compliqué. Oui. Juste le slide là, je le laisse. Ok, oui, je le laisse. De toute manière, c'était la fin avec la boussole qui est notre logo. Et donc, tenir, c'est important. Et des fois, je mets une petite diapo avec des petits pas. C'est pour vous dire, quand on va à une formation, une conférence, des fois on découvre plein de trucs et peut-être que ça vous a enthousiasmé. Wow. Doucement. Hein. Si c'est tout nouveau, tout beau, votre ado il n'était pas là, peut-être que votre mari ou votre femme non plus d'ailleurs, les autres enfants non plus, donc on atterrit, on se calme. Non mais ce que je veux dire c'est que le risque, moi je sais, parce que quand je vais dans des formations, des fois j'apprends des trucs super, j'ai envie de rentrer, de tout révolutionner chez moi ou dans le boulot. Et le risque, c'est quand c'est trop d'un coup, eh bien, au bout de 15 jours, le naturel revient au galop et c'est trop. Donc, P. Premier plus petit pas possible. Commencez petit. Un outil, dans tous ceux que je vous ai présentés ce soir. Choisissez-en un et dites-vous, tiens, je vais travailler sur cet outil parce que c'est un truc finalement que je ne fais pas, ou ça m'a parlé, etc.
ou travailler sur une situation et une seule, et dites-vous, avec les outils qu'on a vus ce soir, peut-être que je pourrais gérer cette situation-là un petit peu différemment pour obtenir plus de ce que j'ai envie et surtout pour ne pas abîmer ni la relation ni l'estime de soi de mon ado. Donc ça, c'est important, mais après, bon, peut-être que vous connaissiez tout ça et que ça vous conforte, et là, je ne peux que vous encourager à continuer. Et ça, c'est important. La boussole, et j'en ai apporté des cartes, vous pourrez en prendre, donc c'est pas la peine de noter. En fait, c'est notre logo et on a mis 4 messages. En fait, en haut, on a marqué « Et moi, si on m'écoutait comme ça ». Ça, c'est pour faire référence à ce qu'on a vu sur les émotions, l'écoute empathique. Quand vous faites de l'écoute, votre ado est dans les émotions, vous faites de l'écoute, vous pouvez vous dire si c'était moi à sa place. Hein, si moi, on m'écoutait comme je suis en train de l'écouter, est-ce que ça m'aiderait ou pas? Si d'imaginer que c'est vous à sa place, que ça ne vous aide pas, vous vous inquiétez pas, ça ne l'aide pas non plus. Donc c'est que vous n'êtes certainement pas très empathique. Donc on essaye de faire autrement. Et moi, si on me parlait comme ça, là c'est pour faire référence aux bouteilles. Est-ce que là je suis en train de lui parler en parlant de la personne ou en parlant de son comportement? Donc moi, si on me parlait comme ça, est-ce que ça me donnerait envie d'aller fermer la porte? Est-ce que ça me blesserait ou pas? Pareil, si d'imaginer qu'on vous parle comme ça, ça ne vous fait pas du bien à l'intérieur, croyez-moi que votre ado, ça ne lui fait pas du bien non plus. Il ne veut pas ou il ne peut pas, c'est pour faire référence au cerveau qui n'est pas fini. Souvent, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, à cause de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Alors, on a vu qu'on ne reste pas les bras croisés à attendre que ça se passe en faisant des prières jusqu'à 26 ans. On est là à côté, on est un copilote, etc. On accompagne, etc. Et je ne peux pas ou je ne veux pas, c'est juste pour vous dire que c'est une question de choix. Moi, je ne suis pas là pour convaincre les gens de changer leur façon de communiquer. Je propose et après vous disposez, vous choisissez de modifier certaines choses ou pas de votre façon de communiquer avec les ados. Je vous encourage, mais pas plus. Et s'il y en a qui ont envie d'aller un peu plus loin, comme ça tant que j'ai le micro, je continue. Il y a des livres entre parents et adolescents. Monsieur Guinotte, on en a apporté un petit peu, s'il y en a qui veulent en acheter un à la fin de la conférence. Et puis, il y a la possibilité de participer à des ateliers. Alors, j'ai apporté des petits flyers parce que je vais démarrer. Alors, vous avez de la chance, hein, en plus, à Saint-Maur. En plus, on a une salle à Saint-Maur qui est en face du RER Saint-Maur-Créteil, donc c'est pas très loin. Donc, voilà, si vous avez envie, il y a toutes les dates, les tarifs et tout le bazar sur ces flyers-là. On va reprendre, mais d'une manière beaucoup plus approfondie et beaucoup plus tranquille. C'est, que je ne dise pas de bêtises, déjà, on se lance sur 5 rencontres de 2h30. Il y en a 7, mais volontairement, les 2 autres, je les sépare et éventuellement, on les ferait plus tard à la rentrée. Voilà, donc ça, c'est aussi une manière d'approfondir. Après, si vous voulez aussi sur Facebook nous suivre, l'atelier des parents, on a une page Facebook. Donc, page, c'est comme une vitrine. D'ailleurs, la conférence de ce soir, elle a été annoncée avec la petite vidéo que la personne de la mairie est venue faire, etc. Ça nous aide si vous likez, bien sûr, hein, ça nous aide à nous faire connaître. Mais ce qui peut être intéressant pour vous, on a un groupe. Alors, un groupe, c'est fermé. Donc, il faut demander à adhérer. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce groupe? Eh bien, c'est un groupe de partage. Partage sur des articles sur les neurosciences, les ados, les enfants, la communication bienveillante, etc. Donc, comme on est plus de 5000 dans ce groupe qui pouvons potentiellement tomber sur un article intéressant et qu'on le partage avec des autres, ça nous permet d'avoir accès à des fois des articles qu'on n'aurait pas trouvé tout seul. C'est des articles sérieux, mais on a aussi un petit pourcent de trucs humoristiques, Florence Foresti qui fait La mère parfaite, Véronique Gallo aussi avec ses problèmes de maman, etc. C'est 99,9% en français et 0,1% en anglais. Vous êtes les bienvenus. Pourquoi c'est fermé? Parce qu'il y a des fois des gens qui viennent raconter n'importe quoi et comme je n'ai pas le temps de faire de la modération, ça me permet de les éjecter s'ils sont là pour vendre des crédits ou je ne sais trop quoi. Voilà, donc ça, vous êtes les bienvenus. Et on a un site Facebook, un site internet aussi, l'atelier des parents, mais vous trouverez les coordonnées du site et des mails et tout ça sur les cartes que vous pourrez venir prendre. Et dernière chose, mais
si vous avez laissé vos coordonnées à l'entrée, parce que les gens qui sont arrivés tôt, vous les avez laissé des adresses mail, je me permettrai de vous informer aussi. Donc, le Point Écoute Famille vous informera des événements du Point Écoute Famille, mais ça me permettra aussi de vous informer de dates de conférences ou d'ateliers qui se mettent en route. Si vous n'avez pas fini, vous mettez... Alors, du coup, je ne vais pas donner mes feuilles, on va compléter avec les vôtres. Vous pourrez compléter sur les feuilles que Mme Brocheteau va remettre à votre disposition. C'est juste, ça n'engage à rien. C'est juste si vous avez envie d'être tenu un petit peu au courant. Je vous repasse la parole. Oui, juste pour compléter, il n'y aura peut-être pas assez de place sur la feuille. Donc, n'hésitez pas, il y a l'adresse mail du Point Écoute Famille. Vous pouvez m'envoyer un mail avec vos coordonnées, du coup, et moi, je les transmettrai. Et avec vos questions, et voilà, j'y répondrai. On va pouvoir passer aux questions. Merci beaucoup pour votre attention, et je vais répondre aux questions. Alors moi j'entends les questions en principe, donc on ne va pas faire passer le micro, on n'a pas le deuxième micro, et je vais les répéter au micro pour que tout le monde entende, et je pourrai répondre. Alors oui, j'ai vu qu'il y a une main, c'est vous madame, la première, bravo. Alors, je vais reprendre. Donc, merci pour votre question. Donc, madame est désarmée, enfin, elle essaie déjà de mettre en place certains outils de ce qu'on a vu ce soir. Et elle est désarmée par rapport à l'addiction aux jeux vidéo, et notamment un jeu vidéo qui s'appelle de Fortnite. Et voilà, bon, peu importe le jeu vidéo, je sais que c'est une problématique qui est fréquente chez les parents. Alors, volontairement, ce soir, je ne suis pas allée dans les grosses problématiques. Je vais vous dire pourquoi. Je vais quand même apporter une réponse, mais parce que c'est important pour moi de déjà maîtriser, non, parce qu'on n'attend pas la maîtrise, mais de s'approprier, de connaître les outils de communication de base. Si on ne peut pas communiquer pour des chaussettes qui traînent, pour un lave-vaisselle qui n'a pas été vidé, pour des choses comme ça, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué de communiquer pour des choses graves, des addictions à des jeux vidéo, des choses sexuelles, des choses de cigarettes, de drogue, de toutes ces problématiques qui surviennent avec les ados. C'est volontairement pour ça que je n'ai pas abordé des choses plus compliquées. Parce que déjà, quand on va utiliser ce que je vous encourage à faire ce soir, ça va changer la donne. Maintenant, par rapport aux jeux vidéo, évidemment, c'est une question de cadre, c'est des règles à mettre en place, on les co-construit avec les ados, on reste le chef, et ce n'est pas au sens méchant et péjoratif du terme, on peut... Alors, ce qui est compliqué, c'est que je n'ai pas abordé les punitions. Donc nous, évidemment, on va vous expliquer que la punition, ça ne sert à rien, on va remplacer par des conséquences. Donc on peut très bien mettre... on a vu le choix, par exemple. Tu as le choix de continuer à utiliser ton jeu vidéo avec ce qu'on a convenu tous les deux, en termes de jours, d'horaires, etc., ou bien de ne plus l'utiliser. Tu choisis. Vous voyez qu'ils respectent. Donc ça veut dire qu'au début, il faut se lever de son fauteuil et arrêter de regarder aussi notre portable et regarder ce que font nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu beaucoup ça quand même. Hein, on voit aussi. Donc, je m'implique un peu, je surveille, je regarde et j'applique la conséquence. Et quand j'applique la conséquence, il râle, il crie, il pleure, il vous traite de et de so what, quoi. Je veux dire, c'est une question de cadre à tenir. Et puis après, et c'est pas plus jamais tu ne joueras à ton jeu jusqu'aux grandes vacances. Non, dire, si c'est juste, voilà, pendant une semaine, 15 jours ou un mois, ou peu importe, mais des durées courtes, jusqu'à ce qu'on puisse reparler ensemble de ce qui s'est passé et revoir la règle, etc., etc., etc. J'ai envie de dire, pour un jeu vidéo, c'est comme quand on dit non à un enfant qui a 2 ans et qui veut traverser la rue, quoi. Bon sang, vous le prenez par la main et vous, non, quoi. Tout seul, tu ne traverses pas la rue. Ben non, tu ne joues pas à ce jeu vidéo ou tu ne vas pas sur Facebook comme ça. Alors, si vous avez des ados qui sont pré-ados, des jeunes ados, là, c'est encore le moment de faire un accompagnement, ce qu'on ne fait pas assez. Alors, des fois, parce qu'on ne sait pas trop, on est démunis aussi, etc. Parce que sortir sur Facebook, des fois, c'est plus dangereux que de sortir le soir dans la rue, hein. C'est d'autres types de rencontres, mais ça peut faire mal aussi. Donc tout ça, il y a besoin d'un accompagnement. C'est vrai que des fois, les parents sont démunis, dépassés. Ils nous regardent comme modèle,
Donc si papa, je dis bon, je vais pas faire des généralités, mais c'est des fois dans ce sens-là, papa aussi, il est là avec des jeux, des trucs qui passent des heures, machin. Il faut de la cohérence. Hein. Si c'est pas de portable, au moins il y a des temps de familiaux, c'est pas de portable à table, c'est pour tout le monde. Voilà, si on n'a pas le droit de manger au salon, c'est pour tout le monde. C'est pas parce que moi je suis grand et adulte que moi j'ai le droit de manger sur mon canapé. Bon, ça c'est votre problème, hein, vous le faites. Mais à ce moment-là, voilà, il faut de la cohérence. Notamment, il y a des règles qui doivent être familiales aussi. Mais j'ai envie de dire, construire un cadre pour le temps passé sur un jeu vidéo, alors. Après, des fois, par exemple, aux jeux vidéo qui sont aussi interdits avec les âges, hein, en dessous de 16 ans ou des choses comme ça, et que les ados sont plus jeunes. Alors évidemment, on peut refuser, mais alors, les parents me disent oui, mais chez le copain, il joue. Je sais, mais ça n'empêche qu'au moins déjà, vous pouvez limiter et mettre un cadre chez vous. Mais ça veut aussi dire parfois qu'il faut se renseigner. Alors bon, sur les jeux vidéo, ça me paraît compliqué, mais ça me fait penser par exemple, à l'alcool. Hein, j'extrapole un petit peu. Par exemple, quand ils vont sortir, quand ils commencent à sortir. Moi, je l'ai fait avec mes garçons. Alors, il y a des parents, ils n'osent pas. Mais les premières fois qu'ils sortaient, tu vois, où, chez qui, tu rentres à quelle heure, j'ai besoin de l'adresse. Bon, évidemment, la première fois, en général, on les accompagne, etc. Et puis avant, quand ils commencent à être l'âge du lycée, notamment, mais même un peu avant, parce que maintenant, ça commence au collège, j'appelais les parents. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura un adulte? Est-ce qu'il y aura de l'alcool? Et il y a peu de parents. Des parents, j'appelais, ils étaient étonnés. Mais en fait, on coéduque nos enfants avec les parents qui vont recevoir nos enfants une soirée aussi. Donc, alors évidemment, moi, au début, mes ados, ils sont comme les vôtres. Tu sais, j'ai les mêmes. Hein, je ne vous ai pas dit, ils écoutent du rap, tout ça. Les miens, c'est les mêmes que vous. Hein. C'est pas la petite maison à Prairie chez nous. Hein. Madame Ingal, c'est pas moi. Mon mari, c'est pas Charles. Non, c'est pas du tout. Hein, on a les mêmes problématiques. Mais ce que je veux dire, c'est que, je disais à mon fils, écoute, tu as le choix de me laisser appeler la personne et prendre des informations et éventuellement oui ou non pour cette soirée, ou bien samedi soir tu restes avec nous, papa, maman, et regarde The Voice. Donc tu choisis. Je peux vous dire que c'était vite vu. Et puis après c'était amusant parce qu'après en grandissant, parce que le cadre il évolue avec l'âge et tout ça. Après, en grandissant, de lui-même, il disait « Tiens, maman, je t'ai amené le numéro de la maman, s'il savait. » Puis après, j'appelais ou j'appelais pas. Oui, on lâche petit à petit. Hop, des fois, 2-3 fois, j'appelais pas. Puis 2-3 fois, j'appelais. Voilà, on fait confiance, etc. Et aujourd'hui, moi, les 3 sont majeurs. Bon, évidemment, j'en ai un qui est à la maison. L'autre, il n'y a pas longtemps. Le deuxième, il y était encore, mais il n'y est plus. Mais même maintenant, quand ils sortent... alors on a des petits codes entre nous, par exemple avec les grands qui conduisent, etc. Quand ils sortent à Paris, par exemple, c'était tu rentres en RER ou tu prends la voiture ou tu vas en RER. Alors je savais que s'ils me disaient RER, c'est que la soirée elle sera peut-être un petit peu plus arrosée, mais c'était les codes. S'ils me disaient voiture, c'était entendu, c'était pas d'alcool, quoi, etc. Et chaque fois qu'ils sortaient, dites-leur chaque fois, prends soin de toi, ta vie est précieuse. Et appelle-moi, ou appelle papa, peu importe, appelle-nous quoi qu'il arrive 24 heures sur 24. Hein. Il n'y a rien de plus terrible que des ados qui disent « Non, même pas en rêve, j'appelle ma mère, elle va me tuer sinon. » Parce que des fois, c'est grave ce qui se passe. Hein. L'objectif, en fait, avec un ado, c'est de garder le lien. Ça doit être votre objectif prioritaire. Hein. Je veux dire, donc il faut choisir vos batailles. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux sur les chambres pas rangées, mais des fois, c'est cher payé. Hein. Mais l'objectif, c'est de garder le lien. Il faut que quand vous fixez vos règles et votre cadre, ils savent ce à quoi vous vous attendez, ce à quoi ils s'attendent de votre part. Mais même si moi j'avais parlé de l'alcool et tout ça, quand ils sortaient, je sais aussi que c'est des ados, des humains, que c'est faillible. Donc je leur disais chaque fois, en tout cas, quoi qu'il arrive, tu nous appelles, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit. Et ils l'ont fait 2 ou 3 fois. Et là, je me suis dit, yes, j'étais contente qu'on aille les ramasser dans leurs bêtises, etc. On les ramène, on leur fait des bisous, on les met au lit. C'est pas quelqu'un qui se noie qu'on apprend à nager. Hein. On attend le lendemain que vous soyez apaisés, lui aussi, et à front, on reparle de ce qui s'est passé. J'ai besoin qu'on reparle de ce qui s'est passé. Parce que là, ce qui s'est passé l'autre jour, c'est grave, etc. Et s'il faut des conséquences, on en met, etc., etc. Mais ça, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. J'ai un peu extrapolé votre question.
que ça me fait des liens avec d'autres sujets. C'est vrai qu'on n'a pas tout abordé non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou par rapport aux mensonges, bon, oui, alors, un peu des trucs qu'ils racontent. Bon, là aussi, il faut choisir ses batailles. Est-ce que c'est un enjeu important, dangereux ou pas? Bon. Après, moi, des fois, je dis, écoute, tu me dis ça et je l'entends. Et je te fais confiance. Par contre, je le regarde droit dans les yeux quand je lui dis ça. Et si après, je vois que si je peux prouver factuellement, si j'ai été témoin du contraire, là, ça va plus être la même chanson. Hein. Et là, on peut, comme conséquence, ça peut être, écoute, moi, on avait convenu et j'avais établi une certaine confiance. Je vois que là, ma confiance, elle a été mise à mal. Pendant un certain temps, je vais un petit peu restreindre le cadre. Donc, je vais un peu plus, pas forcément contrôler l'ado, mais être plus vigilante et être plus présente jusqu'à ce que la confiance se rétablisse et que je puisse lâcher de nouveau. Il ne faut pas hésiter des fois. On avait dit, OK, pas de scooter, et puis je t'ai surpris sur le scooter de ton copain. Et puis on fait ça sans casque. Et après rappel à la règle, au bout de 2 fois, alors je donne un exemple, évidemment, il faut que ça soit possible, et pour le moment, c'est moi qui vais venir te chercher à la sortie du lycée. Ah oui. Et il va falloir vous lever de votre fauteuil. Non, mais je rigole pas, mais je sais, parce que ça nous implique des fois. Mais ils sont grands et on pense que ça y est. Oui, des fois, c'est comme le petit qu'il faut aller chercher à l'école, quoi. Mais il faut montrer que... Alors, c'est ça, si vous pouvez. Maintenant, si vous travaillez, on va trouver une autre façon de faire. Mais on peut restreindre le cadre par moment. Mais tout ça, après, ce que je vous ai peut-être pas dit, on va conclure là-dessus, au-delà des mots, de la formulation, des phrases, la description, etc., l'important, c'est l'attitude à l'intérieur, au fond. Monsieur Guinotte, il disait « La bienveillance doit transpirer derrière chacun de vos mots et vos gestes. » Vous voyez, c'est la façon de le dire, mais c'est aussi le regard, c'est le ton de voix, c'est les gestes, etc., etc. Tout ça va faire qu'il va sentir que vous voulez, que vous avez confiance en lui, que vous êtes là pour l'aider à progresser, à grandir, ou que vous êtes là pour l'enfoncer et lui faire du mal. Ça, c'est l'attitude qui fait la différence. Et ça, on ne peut pas tricher avec ça. Et ils le sentent. Hein. Et voilà. Bon, on va s'arrêter. Oui. Ah, il y avait une question. On a encore le temps? Une dernière. Oui. Okay, quand ils ne montrent rien, alors si vraiment, effectivement, madame, alors je répète, il y a beaucoup d'ados qui ne montrent pas grand-chose au niveau émotionnel. Donc ça peut être difficile pour nous d'être dans l'empathie. Bon. Déjà, est-ce que vous avez l'impression que c'est qu'il va bien ou pas? Parce qu'attention, l'empathie, c'est pas d'aller savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Hein. L'empathie, c'est quand quelqu'un est dans des émotions fortes et qu'il a besoin de notre aide pour s'apaiser. Si on a l'impression que ça va pas, on peut commencer par juste dire « Hey, ça n'a pas l'air d'aller. » Ouais, ça va, hein, puis il va dans sa chambre. Un truc à dire, écoute, sache que moi, je suis disponible. Si tu as besoin, je suis disponible. Tu peux venir me parler. On ne peut pas les forcer à parler, hein, mais on peut rappeler, ça c'est essentiel, notre disponibilité. Parfois, ils ne parlent pas, ils n'expriment pas grand-chose parce que jusqu'à maintenant, on n'était pas très empathique. Je généralise voilà. Et jusqu'à maintenant, on a été dans les questions, le jugement, les conseils, enfin toutes les maladresses qu'on a vues. Donc au bout d'un moment, la boîte, elle se ferme. Je veux dire, je ne vais pas parler à ma mère. De toute manière, ça ne sert à rien. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Je vais encore me faire sermonner, machin, etc. Ça peut expliquer ça. Après, il y en a qui n'expriment rien parce qu'ils vivent dans des familles où on exprime peu. Et on apprend aux enfants à exprimer les émotions en les exprimant nous-mêmes. Hein, on explique ça quand on travaille avec des parents dans la petite enfance. Le petit, c'est parce qu'il fait tel mouvement, telle tête, le bébé, que l'adulte réagit comme ci, comme ça. C'est comme un ping-pong et c'est comme ça que les 6 émotions vont se développer. Il y a des familles où ça a été compliqué. D'ailleurs, il y a une pathologie qui s'appelle l'alexithymie, avec des enfants, les maîtres dans les écoles ils connaissent bien. C'est des enfants qu'il va falloir, j'ai envie de dire... à qui il va falloir réapprendre tout le langage émotionnel parce qu'ils n'ont pas appris, parce qu'ils étaient dans un environnement qui ne le permettait pas. Donc, en général, c'est détecté petit, mais en tout cas, il faut juste sentir.
Voilà, si ça va pas ou si ça va. Des fois, c'est nous qui avons l'impression, on se fait des films aussi. Tout ce que je vous ai dit là, c'est un investissement sur le moyen et le long terme, quoi. En général, quand on arrive à mettre ça un peu en place, la relation est plus juste. Après, ils expriment plus parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être trop sermonnés ou questionnés ou soupçonnés, etc. Et surtout, il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Nous, en atelier, on travaille des outils de communication, mais il ne faut pas hésiter. Il y a les maisons des ados, il y a les CMP, il y a votre médecin de famille qui peut vous orienter vers quelqu'un. Quand c'est trop compliqué, c'est trop dur, on ne sait pas, etc. Il faut se faire aider. C'est tellement compliqué, c'est lié à notre propre histoire aussi, à nous, de ce qu'on a vécu avant. Donc, des fois, c'est compliqué pour nous d'utiliser tous ces outils-là. Voilà. Mais c'est aussi le propre de l'ado de ne pas trop exprimer aussi, par moment. Et ils sont contradictoires, parce que par moment, ils vont jeter dans vos bras, venir dans votre lit, vous faire des bisous, et puis le lendemain, ils feront une tête. Vous ne savez pas ce qui se passe du tout. Il faut reprendre du recul et voir ça un petit peu dans sa généralité. Est-ce qu'à l'école, ça va? Est-ce qu'il a des copains? Est-ce que... Vous voyez, l'ado qui lâche tout, il passe beaucoup de temps sur les écrans, mais à l'école, ça va. Il sort quand même jouer avec ses copains. Il n'a pas arrêté le sport. Il fait ci, il fait ça. Les notes, ça va. Bon. Je reste vigilante, mais bon. Maintenant, s'il passe du temps sur les écrans, qu'il y a une chute au niveau scolaire, que vous voyez qu'il a lâché tous les copains, enfin, à part pour jouer en ligne, qu'il ne fait plus de sport, qu'il fait plus... Là, il va falloir que le warning s'allume un peu quand même. Et puis, parfois, on va se faire aider, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Voilà. C'est du dosage, tout ça. Merci beaucoup encore pour votre attention.